peut-être même la seule corne de dragon. Mais pour moi, les dragons, contre 1000 bateaux, Mais que les gens n'apprennent pas. Il écoute que Sabine. Je pense que plutôt ce que Euron veut lui rapporter, c'est la tête de Daenerys. Arrive à la fin de son bail. Qu'ils ont déboulé assez vite. D'associer Sansa et Jon, sachant qu'elle en avait un peu rien à foutre en fait. Est-ce qu'elle va retrouver Nymeria? Est-ce qu'elle va repartir avec elle? Moi, je pense pas. Ils peuvent passer donc de deux façons différentes. Bonjour à tous et bienvenue dans Whisperos, votre podcast hebdomadaire consacré à la série de HBO Game of Thrones ou A Song of Ice and Fire ou Le Trône de Fer pour les Français. Comme chaque semaine, nous allons passer à peu près 1h30 ensemble pour pouvoir décortiquer le fameux épisode 2 Stormborn de la saison 7 qui nous a tous fait vibrer cette semaine. Bien sûr, je ne suis pas tout seul pour animer cette émission, sinon ce serait un petit peu chiant, on va le dire comme ça. Et de droite à gauche, je vais présenter mes 4 formidables chroniqueurs, en commençant par mon ingé-son favori. Bonjour, Ketrus River, comment vas-tu ? Oui, bonjour, ça va ? Et toi ? Bah ça va, je te remercie, ça va bien. À côté de toi, nous avons Lady Hello Tully, comment ça va ? Ça va. Je te sens toute excitée, Je sais pas, j'ai la connerie. T'as la connerie ce soir. En face de toi, nous avons Sir Marco Martel, comment vas-tu ? On fait aller. Ouais. Et à côté de toi, pour finir, le non moins intéressant mais important, Eric Baratheon. Sir Eric Baratheon, comment vas-tu ? Mon verre de vin va bien, et moi aussi. Et celui qui le boit va bien aussi. Là, on va bien tous les deux. Comme je l'ai dit, nous allons passer 1h30 ensemble pour décortiquer l'épisode nommé en français Du Typhon, hein, un très bon titre, on va dire. Nope. Nous ne sommes pas d'accord avec ça. Donc voilà, 1h30. Au sommaire de cet épisode, nous allons comme d'habitude commencer par un résumé que je vais vous faire. On reviendra ensuite sur les séquences clés de l'épisode. On enchaînera avec un petit focus qui sera consacré cette semaine à la famille Greyjoy. On a eu quelques demandes là-dessus. Il y a des choses pas mal intéressantes à dire, bien que les infos soient dures à trouver, mine de rien. On enchaînera avec le Theory Crafting qui sera un poil plus light cette semaine, mais non moins intéressant que les semaines dernières. Et enfin, nous aurons un dernier tour de table pour avoir l'avis général de nos chroniqueurs sur l'épisode de cette semaine avant de nous retrouver pour la semaine prochaine. Bien sûr, on fera un dernier tour avec le courrier des lecteurs. Il y a eu une petite question sur laquelle on va s'attarder, mais nous commençons tout de suite avec l'édito d'Eric. Épisode 2, pas le nôtre, mais pour la série, et c'est le grand retour de Mélisandre, disciple de R'hllor, seigneur de la lumière, et visiblement le dieu de la téléportation. Hein. Oui, c'est écrit en tout petit sur la carte de membre quand vous rentrez dans la religion. Il suffit de regarder. Mel débarque donc à Père Dragon pour lui faire savoir, c'est Daenerys, qu'une blind date a été organisée et que son prétendant compte passer faire un coucou dans le prochain épisode. Et puis il y a les Aspics des Sables, ou les Sand Snakes, ces redoutables guerrières originaires de Dorne dont la réputation dépasse les frontières du relou. Hein. Elles vous ont emmerdé dans la saison 5 avec leur storyline bof. Elles vous ont fait chier dans la saison 6 avec leur coup d'état prout. Et là, elles vous apportent le malaise avec leur ma. Quand elles meurent une par une, sauf une, des mains du big bad guy Euron Greyjoy, là, tout le monde se lève de joie pour célébrer. Ah, Euron, le pirate glamour des 80s, se trouve aussi être le meilleur détective du monde. Répète ça, Batman. C'est lui le vrai Dark Knight. Le vrai Dark and anticonformiste Knight. Le mec est capable de retrouver Yara et Théon parmi les 100 bateaux que compose leur flotte, et de nuit. Ça, c'est, je pense que personne ne l'a encore fait à Westeros. Le mec avait exactement une chance sur 100 de tomber sur leur navire et de faire son entrée fracassante avec ce pont-levis Kraken, super pratique pour l'abordage. C'est pourtant pas compliqué de désactiver ses géologues, mais bon, il a réussi. Et puis, il est super résistant, ce Euron. Blessure à l'artère fémorale ? C'est pas grave, il en a 2. Poignard dans la carotide ? Il est encore debout. Y a-t-il seulement un moyen de le tuer ? Je pense qu'on a une solution. Théon est parti chercher une réponse dans l'eau. Chance de survie ? Gendry sur 10. Putain, l'édito le plus troll de la saison, j'en suis sûr, tu pourras faire mieux. What ? Ok. J'ai donné toute mon âme là. Là, t'es allé fort là quand même. And there is only one thing we say to death. Not today. Ok, on passe tout de suite au résumé de l'épisode Stormborn. C'est moi qui m'y colle. Un petit résumé rapide, finalement, ça va être très très bon. On commence l'épisode de Dragonstone avec une Daenerys qui se la pète un tout petit peu, et on comprend pourquoi, et qui va mettre les choses au clair avec Varys en lui disant que si tu déconnes, mec, moi j'ai des 3 dragons et je te fais bouffer. Et Varys qui lui répond gentiment, si je déconne,
et si toi tu déconnes, pardon, bah je te dirai de front, tu déconnes, arrête. Voilà, à peu près. Ensuite, Daenerys va rencontrer Mélisandre qui enfin arrive à Dragonstone. On est tous contents, comme l'a dit Eric dans son édito. Mélisandre, qui fort de son expérience loupée avec Stannis, va lui parler de la prophétie en disant un truc du genre, alors je dis pas que, mais bon, il se pourrait bien que tu sois quelqu'un d'important. On remonte ensuite à Winterfell où Jon reçoit un message de Tyrion lui indiquant qu'il doit venir dire bonjour au dragon et surtout pas déconner pour s'agenouiller devant la future prophète de Westeros. Westeros, je me vois à chaque épisode. Ah, tu comptes. Ensuite, on redescend à King's Landing avec Cersei qui va de son côté essayer de trouver de meilleurs alliés en tentant de soudoyer un banneret des Tyrell. Donc on rappelle un Tyrell Highgarden, le très honorable Lord Tarly avec Jaime qui va s'y prendre un petit peu mieux derrière en lui rappelant qu'il avait prêté serment aux 7 couronnes et donc au roi, enfin en tout cas là à la reine, avant d'être banneré de quelqu'un. Ensuite, on se dirige vers Vieilleville où nous revoyons enfin Sir Mormont qui apprend qu'il lui reste environ 6 mois à vivre avec sa raison, sans quoi il va devenir fou, et avec un Sam qui va commencer à prendre de l'assurance et qui va tenter de le charcuter pour le guérir. De son côté, Cersei va apprendre ce qu'est une baliste. Alors on rappelle, une baliste c'est une arbalète géante, grosso modo. Voilà, c'est le nom commun pour les gens normaux. Qui peut tenter de tuer des dragons avec. Donc on apprend qu'il y a une fabrique de balistes qui se crée à King's Landing. Retour à Dragonstone où Tyrion se la joue un peu conseiller de guerre en disant que la Khaleesi ne doit pas devenir la reine des Cendres. Il étale tout son plan pour la guerre qui va prendre environ 2 ans et demi. On se demande du coup pourquoi ils sont pressés pour arriver à Dragonstone. Tandis que Lady Olenna souhaite mettre un petit coup de pied dans la fourmilière en disant « Be a dragon, bitch ». Dragonstone, toujours, on apprend que Grey Worm a un faible pour Missandei. Et on est tous contents de le savoir depuis la saison 3. Donc on se demande pourquoi ça a mis autant de temps pour arriver finalement. Arya, de son côté, revoit son pote Hot Pie qui lui apprend que son cousin Jon Snow est devenu roi du Nord. Alors, elle savait tout, sauf ça. Donc, personne ne lui a dit, c'était pas dans le feed Twitter. Sur le chemin pour remonter donc à Winterfell, elle recroise son direwolf Nymeria en lui disant « Ce n'est pas toi », phrase qu'on va expliquer dans cet épisode parce que tout le monde ne l'a pas compris. Et à Winterfell, justement, Jon Snow prend la décision contre tout le monde de partir à Dragonstone en laissant Sansa en charge en se fâchant avec Littlefinger. La seule chose qui leur a fait de bien pour l'instant, c'est mettre Sansa en charge de Winterfell. Je pense que tout le monde est d'accord là-dessus. Puis on a un dernier money shot de l'épisode avec avec l'attaque surprise de Euron sur la flotte de Asha Greyjoy qui se fait capturer et Theon qui va sauver sa propre vie en se jetant à l'eau. Meilleur move de la semaine, je pense. C'est la meilleure stratégie que personne n'ait jamais appliquée. Pour défendre Theon, tout de suite, effectivement, il n'avait rien d'autre à faire que se jeter à l'eau parce qu'il ne pouvait pas du tout sauver sa sœur à part mourir pour le faire. Voilà, le résumé est fait, merci, c'était super bien. Merci à la semaine. Merci pour ce résumé, voilà, c'était très résumé. On va passer engagé, j'ai l'impression. Très engagé comme résumé, je suis désolé, j'aurais dû faire plus factuel comme Lady Hello la semaine dernière. Ouais. On passe tout de suite aux séquences clés. When you play the Game of Thrones, you win or you die. Et on fait un petit point Winterfell avec Marc qui va nous parler donc des messages reçus par Jon, de Tyrion et de Samuel. Oui, alors la scène, si je me souviens bien, s'ouvre en fait sur les troupes qui se préparent déjà pour la longue nuit. Rappelez-vous que Jon en fait mobilise tout le Nord, femmes et enfants inclus. Ensuite, grâce à un Wi-Fi très performant, donc Snow prend acte de l'invitation de Daenerys. Et il faut dire que les quelques mots de Tyrion, donc la main de la reine, lui inspirent assez confiance. Oui, clairement. Oui. On rappelle les mots, c'est... alors en français, c'est compliqué. Mais... Tous les nains sont des bâtards aux yeux de leur père. Ouais, la petite phrase clé pour lui rappeler que c'est bien moi, t'inquiète pas. Voilà. Donc... de ce que je comprends, moi, c'est que tout de suite, en fait, la possibilité d'une alliance est vécue par le roi du Nord comme une chance incroyable à saisir. Vous vous rappelez un peu la situation dans laquelle ils sont, c'est un petit peu compliqué. Et puis après tout, c'est toujours grâce à l'aide d'autres maisons que, en fait, Jon Snow a pu sauver ses fesses. Clairement, en fait. C'est Stannis, Baratheon, effectivement. Et puis on a eu ensuite les Aeryn. Et je compte aussi les Sauvageons. Ouais. Oui, qui peut être une maison à eux-mêmes. Maison à roi, donc oui.
Donc, malheureusement, Sansa fait encore sa Sansa et le rappelle à l'ordre en faisant référence aux événements passés et les conséquences catastrophiques. Voilà, comme s'il avait pu oublier, j'allais dire. Ouais. Bon. En même temps, c'est pas idiot de la part de Sansa. Enfin, elle fait un peu sa conscience, la conscience de Jon Snow là-dedans, et lui si on rappelle ce que Sansa a vécu depuis la saison 1, hein, genre elle a pris quand même plein la gueule. On peut comprendre sa défiance un peu du côté on t'appelle quelque part, on sait que tu risques vraiment. Elle l'aide à peser le pour et le contre. Ouais, mais j'ai l'impression que son esprit est quand même assez, du coup, un peu obtus, ça. Oui, c'est ça. Puisque moi, ce que je comprends en tout cas, c'est que Sansa, elle réagit à court terme, et Jon, c'est le contraire, il réagit à la longue nuit en fait. Quoi. Donc c'est à long terme. En fait, il y a comment il s'appelle, doigt coupé, j'ai oublié son nom tout de suite. Non, Onion Knight. Quoi Davos, Davos, il lui rappelle très gentiment les dragons ça crache du feu, et c'est un truc dont on a réellement besoin. Non, mais on a un truc dont on a vraiment besoin. Oui, Kétrus. Ouais, quand tu disais qu'il réfléchissait à long terme et Sansa à court terme, c'est surtout que Sansa elle continue à jouer dans la politique en fait des 7 couronnes, alors que Jon, lui, tout ce qui l'importe, c'est de sauver Westeros, c'est l'armée des morts. de la vraie survie. En fait. Ouais, il est très terre à terre là-dessus. L'humanité. Oui, voilà. Parce qu'au final, ils sont pas tant que ça, je veux dire, dans les personnages importants, à avoir vraiment conscience de cette menace. Il y a Samuel, il y a lui, après il y a la confrérie des 100 bannières. Ouais, c'est ça. Ouais. Et voilà, basta quoi. Enfin, c'est vrai que c'est assez impressionnant que Sansa ait été dans les 2 épisodes et qu'on lui a dit dans des conversations bien directes que la menace venait des morts et qu'elle reste concentrée sur Cersei. Évidemment, elle, c'est le plus grand danger qu'elle a jamais vu dans sa vie, mais donc c'est ce qui la marque le plus, c'est un peu normal qu'elle le rappelle. Mais de temps en temps, il faudrait peut-être qu'elle mette ça de côté et qu'elle se dise, je vais peut-être faire confiance à mon potentiel demi-frère, et il m'a jamais menti, j'espère, dans le passé. Pourquoi est-ce que cette menace serait pas prise plus au sérieux? Elle s'exprime parce que là, ils font tous un conseil, donc on sait pas si Jon il est juste là pour leur annoncer les nouvelles ou si juste il leur dit voilà ce qui vient d'arriver, qu'est-ce que vous en pensez tous, ok je vous entends tous, mais voilà ma décision. Ouais, là c'est même pas le conseil, c'est une discussion juste. Mais après, ce qui est marrant dans le paradigme de la série, c'est ce qui nous plaît aussi, c'est que finalement l'aspect fantasy du monde est pas très pris au sérieux par la majorité des gens. Mais c'est un peu un syndrome logique. Ça fait, depuis que l'été est là, ce sont tous des enfants de l'été. Ils le répètent assez souvent dans la série. Ouais. Ce sont tous des personnes qui n'ont jamais vécu ça, qui n'ont jamais été confrontées aux White Walkers. Et donc à cette mort quasi incarnée qui est là, quoi. Donc c'est un peu si je vais pas faire de comparaison, c'est difficile aujourd'hui dans notre monde, mais c'est comme te dire attention, il y a un truc très grave qui peut arriver, en disant mais tout le monde m'en parle depuis que je suis gamin, ça n'existe pas. Là, tu parlais d'une maladie rare qui revient. Et finalement, c'est juste ça, c'est comme la peste aujourd'hui. Si demain on dit la peste va revenir, faut faire attention, on dit oui, mais c'est bon. Ça fait des années que c'est pas là. Me dites pas que c'est vrai. En fait, le seul truc qui est vrai aujourd'hui, c'est la politique, et c'est ça qui fait peur. C'est vrai, c'est tout à fait vrai. Ensuite, le second email provient de Sam, donc de Old Town cette fois-ci, qui arrive un peu après. C'est marrant alors qu'il est parti un épisode avant. C'est ce deuxième Raven, ce deuxième, c'est Corneille, non, le corbeau. Non, c'est le deuxième corbeau qui va vraiment confirmer Jon dans sa décision. Malheureusement, il va encore se faire bâcher par son conseil, sans ça en tête, parce qu'en fait, ce que je pense, c'est que l'absence des sauvageons au conseil, ça lui complique. Ouais, ça l'affaiblit. Ouais, ça l'affaiblit un petit peu parce que les sauvageons, eux, ils ont été témoins de ce qui se passe, et donc ça pourrait être un appui pour lui. Et malheureusement, ils ne sont plus là et ils ne peuvent pas expliquer la situation aux autres, ces abrutis. Mais c'est assez rigolo qu'il ait ces 2 messages en main. Il fait j'en ai reçu un hier qui m'a dit ça, celui-là aujourd'hui. Il y a en fait, coïncidence. C'est marrant parce qu'il présente ça comme un peu comme la providence en fait. Il dit d'un côté on dit voilà ce qu'il faut pour vaincre les gens, et de l'autre côté on me donne une invitation pour que j'y aille. C'est ouf. Tout à fait. J'y aille, et avec des dragons peut-être potentiellement à la clé. Donc, évidemment, on rappelle que là il a l'intention de faire une pierre deux coups, c'est-à-dire qu'il veut aller à Dragonstone pour essayer de trouver peut-être l'allié le plus puissant qui existe, et de 2 il veut
faire le plein, quoi. C'est-à-dire qu'il veut rassembler énormément de dragons de glace et il me dit très bien, on va miner tout ça, on va en faire des armes, on va s'équiper et voilà, on se prépare, quoi. Finalement, le seul levier qui lui reste pour pouvoir partir, c'est de confier son pouvoir à Sansa. Donc, ça a l'air de ravir Littlefinger. Alors, oui, pourquoi Eh ben ça va être compliqué. On va peut-être essayer d'en toucher 2 mots. Mais surtout qu'il faut toujours un Stark à Winterfell, et lui, c'est pas un Stark. Ouais, alors ça n'a pas été toujours le cas, mais. Pour l'instant, la seule personne qui le sait, on n'a pas de nouvelles de lui. Donc, On dit toujours qu'il faut un Stark à Winterfell. Oui, c'est vrai. Donc on retrouve ensuite Littlefinger dans les cryptes sous Winterfell avec Jon, et il emploie en fait tous ses talents pour provoquer Snow qui tombe dans le panneau. Oui, parce qu'il n'a pas l'habitude de ça. Donc en fait, malheureusement, en menaçant Peter, il lui révèle sa véritable pensée à son égard, à savoir qu'il peut pas le blairer. Et surtout qu'il s'attend à aucun remerciement de sa part pour sa participation dans la bataille des bâtards. Donc, move ou pas. Ouais. On sait pas. Et l'autre, tu veux dire quelque chose ? Non, je disais juste que j'y reviendrai vers la fin. Oui, mais Marc l'a subtilement dit en disant qu'on allait y venir. Ok, quelqu'un veut rebondir sur cette scène. Je pense qu'on a à peu près tout dit, hein. C'est assez clair. Finalement, c'est une scène qui amène pas mal de choses, mais c'est juste on a les pions qui se déplacent, quoi. Voilà, c'est ça. C'est tout le monde met ses pions en place et on attend de voir ce qui va se passer. Beaucoup de choses, à mon avis, dans l'épisode suivant. Ok, séquence suivante, on passe du coup avec Ketrus Rivers qui va nous faire une petite... un petit point sur Euron en concert sur les mers. on va troller tout le long de l'épisode, je sens. Vas-y, je t'en prie. Ouais, la scène la plus importante de l'épisode, quoi. Le money shot, un peu. Le money shot, parce que c'est quand même la première grosse baston de la saison 7. Bien sûr. Avec effets spéciaux et tout. Et effectivement, on peut prendre ça comme un concert. C'est l'entrée en scène qui est quand même... Ça commence avec un petit Barry White. où Yara et Elaria se draguent carrément de façon ostensive devant ce pauvre Théon Greyjoy qui malheureusement a perdu ses attributs, comme chacun sait. Mais malheureusement cette scène est interrompue, le bateau tremble et on entend au loin des guitares électriques rugir avec un petit vin, tu vois, un peu à l'Iron Maiden. Et donc ils sortent sur le pont. Et là, qu'est-ce qui se passe ? Des bateaux, tous les bateaux sont attaqués, des lances, des flèches enflammées partent de partout en flammes. Et là, le bateau de Ron arrive et cette petite, on en avait parlé de cette excroissance sur le bateau de Euron, qui est magnifique d'ailleurs, descend et s'écrase sur le pont du bateau de Yara. Et là, seul avec un très beau costume en sky et une belle armure, Euron, avec sa hache brandie au-dessus de la tête, saute et commence à massacrer tout le monde. Violemment. Donc voilà, c'est une grosse bataille des mers. Malheureusement, on ne voit que le bateau d'Euron, on ne voit pas les autres bateaux de la flotte de 1000 bateaux. Non mais c'est vrai, des pirates. Mais peut-être qu'il fait tout seul, je ne sais pas. Donc c'est l'enfer, c'est la pagaille, et Euron commence à massacrer tout le monde, comme je l'ai dit. Et là, nous voyons chez ces chers aspics des sables, ou comment on les appelle déjà, Sand Snake, si vous ne le savez pas, qui sont en fait les filles bâtardes de Oberyn Sand et non pas d'Oberyn Sand et Sand. Pourquoi ? Parce que Sand en fait c'est comme Rivers pour moi, c'est le nom des bâtards à Dorne. Il faut savoir, donc je reviens juste très rapidement sur les aspics, il faut savoir qu'il y a 8 filles bâtards, donc 8 aspics des sables, filles de Oberyn. Et là, on en a 3, celles qu'on a seulement vues dans la série, qui sont Tiern Sand, que j'appelle Najat Vallaud-Belkacem pour sa ressemblance à cette personne, Obara Sand et Nymeria Sand. Nymeria en hommage à la reine guerrière de Dorne, dont on parlera peut-être un jour, et j'espère bien, dans ce podcast. Donc Najat, elle va descendre protéger Ellaria dans la cale en fait, enfin sous le pont en tout cas, et les 2 autres aspics commencent à friter Euron avec beaucoup de dextérité, faut quand même le dire, parce que ce sont censés quand même être des combattantes émérites. Et en fait on le voit plier, on le voit plier un genou, se prendre un coup dans la cuisse, prendre un coup de lance aussi près de la tête, ou je crois sur le front ou quelque chose comme ça. Et là on se dit c'est bon, Euron est fini.
il va mourir là péniblement, ou alors il va repartir bredouille, mais pas du tout. Non, il arrive à battre les Aspics des Sables de façon assez facile, on va dire. Peut-être le pouvoir de l'amour, le pouvoir du rock, je ne sais pas. Ou peut-être qu'il est plus à l'aise dans ses vêtements de cuir moulants. Et qu'est-ce qui se passe? Donc il arrive à battre les Aspics, et là il s'en vient une bataille avec Yara, donc sa nièce, qui saute du pont de façon comme dans un film japonais en fait. ridicule et stupide. Voilà, un peu ninja, Ouais, un peu. on se demande pourquoi faire ça. Enfin, faut savoir qu'en cas de guerre, c'est la dernière chose à faire. Hein. Se jeter sur son ennemi comme ça, c'est Ouais. vraiment. Alors bien. il faut savoir aussi qu'Yara, c'est censé quand même être aussi une combattante assez hors pair. C'est quelqu'un d'assez badass Pas des mots. qu'on n'arrive pas à bien voir dans la série, mais en tout cas dans le bouquin, c'est bien décrit. C'est quand même. Enfin, ça rigole pas. C'est pas juste. C'est pas juste la fille du roi. Ah, c'est une chef de guerre. Hein. Dans le C'est une chef bouquin, de c'est guerre. clairement une chef de guerre. Hein. Elle a été élevée comme ça par son père parce que Théon n'était plus là. Ouais, c'était Exactement. l'héritier. quoi. Voilà, c'est l'héritière. C'était celle qui était censée commander la flotte de fer. Oui. Mais non, elle n'y arrive pas. Et pareil, Euron la prend en cravate et donc la menace avec la lame de sa hache. Et on voit Théon qui vient d'oxyre quelqu'un quand même, donc qui se débrouille plutôt pas mal. On a l'impression qu'il n'y a plus aucun combattant de la flotte de Yara et qu'il n'y a plus que les gens de la flotte d'Euron. Et là, un regard se fait entre Théon et sa sœur. Et qu'est-ce qui se passe? On ne sait pas. Théon, Est-ce qu'il va- redevient un peu. Est-ce qu'il va agir? Et en fait, on sent que sa sœur lui demande de se mouiller un peu dans ce conflit, et c'est exactement ce qu'il fait. Parce qu'il se jette à l'eau, et voilà, en fait, il abandonne sa sœur à Euron, et la scène se finit là-dessus, avec un dernier plan sur son navire. Donc j'aimerais bien connaître le nom d'ailleurs. Silence. Silence. Ouais. D'où l'entrée en guerre. L'entrée dans la C'est comme ça qu'il a réussi. C'est comme ça qu'il a réussi. Hein. Et on voit les deux Aspics, une pendue sur la proue et l'autre, je pense, Plantée. plantée avec sa lance. Pareil, juste au-dessus. Douce ironie. Douce ironie. Alors c'est une scène épique. Ça, on peut pas dire le contraire. C'est censé montrer la violence dont est capable Euron et sa détermination surtout à ramener à Circé. Alors là maintenant on sait. Du coup c'est Ellaria et Yara qui lui ramènent et non pas Théon ou malheureusement. Vas-y, Dragonbinder. Marco. Arrêtez. En tout cas la corne. Beaucoup de choses à dire sur cette scène, mais malheureusement pas très positive. C'est un peu la confusion. On se demande comment la flotte d'Euron a pu ne pas être repérée par la flotte de Yara alors qu'ils sont censés être 1000 bateaux. Et on a vu dans l'épisode précédent que c'est quand même quelque chose qui prend un petit peu de place sur la mer. Aborder un navire et en même temps lui lancer des flèches enflammées, c'est pas non plus quelque chose de très intelligent parce que on peut se faire brûler. Le bateau prend feu. On peut se faire hein. brûler aussi son bateau. Tout ça est très confus. Moi, j'avoue être assez déçu par cette scène, mis à part le fait qu'on sait ce que Euron est venu chercher et sur les conséquences que ça va avoir. Mais ça, on en reparlera pendant le theory crafting. Sûrement. Ouais. Sur comment va se dérouler l'attaque de Daenerys, en tout cas des forces de Daenerys sur les 7 royaumes. Ouais. Le problème, enfin, cette scène, en fait, on sent, enfin, j'ai l'impression que toutes les scènes dans toute la série, toutes les scènes de bataille, finalement, sont un peu trop loupées, dans le sens où on montre énormément de violence, mais elle est mal fichue parce qu'un poil moins bien réalisé, j'ai l'impression, en tout cas c'est mon point de vue là-dessus. Et du coup, toute cette scène, j'avoue, moi aussi, je l'ai un peu mal vécue parce que tout est très 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 brouillon, en fait. Donc c'est un peu dommage. Marco ? Ouais, je pense que c'est un problème de production plus que de réalisation. Pour ce genre de bataille, je crois que c'est ce qui coûte le plus cher, en fait, mis à part les CGI. Voilà quoi. On comprend bien qu'en fait, ils sont peut-être 4 ou 5 sur le bateau à tout casser, quoi. Et tout est caché par de la misère, j'ai envie de dire, tous ces effets de particules partout, etc. L'obscurité aussi, simplement. Aussi. Clairement. Hello ? Et ben moi, j'ai bien aimé cette scène. Ah, merci, enfin. Ouais, moi je l'ai pris pour ce qu'il y avait à prendre. Hein. Oui. Déjà, j'ai eu un grand plaisir de voir mourir les Aspics des Sables. Parce que, non. C'est dommage. Moi, je les supportais pas. Bref, donc ça m'a fait plaisir. J'ai bien aimé l'entrée de Ron, même si elle est super exagérée, ultra rock'n'roll. Bah écoute, moi j'ai apprécié. Et oui, on voit pas bien ce qui se passe parce qu'il y a beaucoup de petites lumières, de petites étincelles qui gênent, mais on voit bien que c'est pour justement pallier à... ça coûte cher de faire ce genre de scène, il faut du monde, il faudrait voir des plans larges
pour que ce soit mieux, mais on voit bien que c'est une question de coût. Et moi, pour ce qu'il y avait à y voir, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé l'échange de regards entre Théon qui redevient ce qu'il était. Je sais plus ce que c'est en français. Rick en anglais, en français, comment il s'appelle. Bref, lui qui redevient cet être tout petit et tout rapetissé par Bolton. Et le regard de Yara sur son frère, elle le méprise, elle le hait. Elle le regarde comme s'il n'était plus rien. J'irai pas jusqu'à la haine, mais effectivement, il y a un côté un peu déception. Dur, hein. Marc. Je crois que c'est Schling. Schling, oui, c'est Schling en français. C'est Schling en français. J'avais juste envie de dire Schling. Ah, c'est une blague. Putain, j'ai cru que le traducteur écrit Schling. Et aussi, alors le silence, pourquoi le silence ? On l'avait dit l'épisode précédent, c'est que normalement en fait tout son crew, en fait tout son équipage se fait l'équipage de Ron normalement il lui coupe la langue en fait. Et c'est la scène qu'on voit justement d'un mec à terre et il se fait couper la langue, donc c'est potentiellement très bonne scène d'ailleurs. Potentiellement il va peut-être devenir un membre de l'équipage. Il coupe la langue de tout son équipage. Ouais. Sympa. Oui, c'est vrai qu'il faut rappeler, on se moque un peu ouvertement de Euron pour pas mal de choses, mais faut rappeler que c'est quand même un peu le barbe noire de la série. Hein. Genre techniquement, c'est un mec qui est ultra balèze. Lui aussi, c'est un chef de guerre et pas des moindres. Donc bon. Il est sans peur, c'est le premier qui accoste le bateau. Hein. Oui, non, mais c'est clair. Et c'est le premier à être sur le pont, c'est le premier à être à la baston et le dernier. Et dans tout le bouquin, il est vraiment décrit sur le peu de fois où on peut en parler comme ça. Oui, Ketrus. Ouais, c'est vrai que je me moque un peu, mais au final. Un des seuls capables de faire ce qu'il a fait, c'est-à-dire d'attaquer la flotte de fer, enfin en tout cas la flotte de Yara. Je sais pas si on peut la flotte de fer parce que c'est pas vraiment la flotte officielle. Pas vraiment celle-là, mais c'est vraiment lui en fait. Il y a que lui qui est capable d'affronter en fait cette flotte-ci. C'est clair. Et alors, je reviens un tout petit peu sur les aspects de ça, parce qu'effectivement, dans la série, elles sont maltraitées, dans le sens, en deux mots, hein, maltraitées parce que pas mis en avant correctement, alors que dans les bouquins, c'est vraiment des putains de guerrières, quoi. Je dirais, les nanas, elles sont intelligentes, elles savent se battre, elles sont gamines, parce que ce sont des enfants, enfin des adolescents, mais finalement, c'est dommage, parce que dans la série, elles ont été un peu malmenées tout du long, et elles représentent pas ce que le bouquin met en place. C'est un peu dommage, et là c'est vrai qu'on est tous un peu contents de les voir finalement se taire. Non, moi j'aimais bien ces personnages-là, et ça m'embête qu'elle meure comme ça. Surtout Najat, ouais. Mais elle est pas morte. On sait pas ce qu'elle va devenir. Il n'y aura pas de surprise. Et puis on sait qu'il en reste des vivantes qu'on n'a jamais vues. Mais... Non, mais ça, je pense pas. Je pense que c'est juste pour montrer, en fait, à la base, elles sont données dans le bouquin juste pour montrer que Dorne est une cité un peu plus libre en termes de mœurs, effectivement, et ce qui est plutôt cool d'ailleurs. Ok, quelqu'un a quelque chose encore à ajouter concernant cette scène ou pas du tout? Merci Zef. Lady Elotuli va reprendre la suite avec la scène d'ouverture de Daenerys et de Varys, et en parlant de Mélisandre derrière. Oui, parce qu'en fait, c'est deux scènes qui durent 10 minutes, dans lesquelles il y a des sous-entendus sur plein de points d'histoire qu'on n'a peut-être plus tous forcément en tête, puisqu'ils sont assez lointains. Donc, je vais refaire un petit point dessus pour justement aider un petit peu à comprendre. Donc, sur les deux scènes, celle entre Varys et Daenerys, et ensuite avec la discussion qu'elle a avec Mélisandre. Donc, je vais revenir sur la naissance de Daenerys, cette tentative d'assassinat dont elle parle avec Varys, et ensuite de la prophétie qu'elle évoque avec Mélisandre, comme si tout le monde était super au courant. En fait, on a peut-être oublié la prophétie, non, on a tout un petit peu oublié cette prophétie. Donc, je vais vous faire un rapide point d'histoire sur Daenerys, pour vous rappeler vite fait son arbre généalogique. C'est la fille du roi fou, ça on le verra plus tard. C'est la fille du roi fou qui était mariée à sa sœur. Et dans l'ordre des enfants, il y a eu Rhaegar, Viserys, son grand frère, et Daenerys. Oui. Non, vas-y. Pardon. Donc Rhaegar, qui est son grand frère, qui était à l'origine de la rébellion de Robert. La rébellion qui a conduit à la fin du règne targaryen de la famille, donc de Daenerys. À la fin de cette rébellion, quand Robert a vaincu Rhaegar, Aerys a envoyé sa femme enceinte de Daenerys et son fils Viserys sur Dragonstone, comme on disait la fois d'avant, parce que c'est là qu'on protège les héritiers, en les envoyant à Dragonstone. Donc Daenerys est mort entre-temps, tué par comment il s'appelle, Jaime Lannister. Et donc Rhaella, la mère de Daenerys, accouche 9 mois plus tard quand même, donc ils sont quand même pépères un petit moment avant que Stannis raboule pour reprendre Dragonstone. Elle accouche et elle meurt un tout petit peu après. Donc Daenerys, elle naît à Dragonstone. Elle naît pendant une tempête, donc c'est pour ça qu'elle s'appelle Daenerys Stormborn, ou née du typhon. Elle naît pendant une tempête qui d'ailleurs a détruit tout le reste de la flotte Targaryen qui restait à l'époque. Donc grosse tempête bien vénère. Et petit parallèle avec l'épisode. C'est bien ça, sûr. avec la comment ça s'appelle, avec la flotte.
Bah, surtout au début de l'épisode, elle le dit, je suis né lors d'une tempête comme ça en fait. Oui, voilà, c'est ça. C'est Tyrion qui dit oui, You were born in a storm like this. Bah, voilà, il s'en souvient, lui aussi. Voilà, et quand Stannis reprend Dragonstone, Daenerys et Viserys se sont envolés pour les cités libres, et donc elle a grandi dans les cités libres, elle n'a jamais vu Westeros, elle est née à Dragonstone, mais elle y est restée très très peu de temps. Donc en fait, chez elle, ça n'a jamais été d'ailleurs, elle en parle dans la scène en disant qu'elle ne se sent pas chez elle, et que elle n'est pas vraiment chez elle ici à Dragonstone, et que vivement qu'on aille à Westeros, quoi. Donc Daenerys, qui grandit dans les cités libres, était promise à son frère, comme le voulait la tradition targaryenne, mais finalement, ce qu'on voit donc dans la saison 1 et donc dans le début de la vie de Daenerys dans la série, c'est son mariage à Khal Drogo, et c'est le moment où justement Robert veut la faire tuer parce qu'elle devient dangereuse en s'alliant justement à Khal Drogo et en devenant potentiellement la mère de son prochain fils. C'est Varys qui informe Robert grâce aux informations qu'il a par Jorah Mormont. Donc c'est Viserys qui informe Robert qu'elle s'est mariée, qu'elle va avoir un enfant et qu'elle devient un danger pour la couronne. Et c'est de ça donc que Varys discute avec Daenerys, parce que justement, alors c'est un peu étonnant dans cette scène qu'on se rende compte que ils en ont jamais parlé avant en fait. Tiens, mais au fait, toi, l'éléphant dans la pièce. Dis donc, on en a pas parlé, mais quand même, t'étais un petit peu à l'origine de ma tentative d'assassinat il y a un petit moment. Bah, en fait c'est vrai qu'elle est un peu mal amenée, parce qu'on se dit depuis le temps qu'ils se connaissent et que vu qu'ils se sont rencontrés, ils auraient pu en discuter, mais ouais. Il n'y a pas eu le moment, quoi. Voilà, on peut se dire que depuis, elle était pressée d'arriver à Dragonstone pour commencer son invasion, et finalement, il y a là où elle commence à se poser des questions, à se remettre en question et remettre en question le tout. Moi, ce que je comprends, c'est surtout qu'elle l'a bien utilisé, parce qu'elle avait bien besoin de lui pour pouvoir arriver sur les côtes de Westeros, et que maintenant, c'est le moment de s'expliquer. Oui, clairement, ouais. C'est pas plus mal. Ouais. Kétrus ? Ouais, et puis elle appuie vraiment. Enfin, c'est le moment où faut qu'elle s'affirme, qu'elle appuie son autorité un peu sur tout le monde, et on le voit aussi dans les autres scènes avec les Martels plus tard, dont Hello va parler. Donc, je pense que c'est vraiment le bon moment en fait pour prendre Varys entre quatre yeux, et surtout avec tout le monde autour en témoin. Quoi. Oui, clairement. Et on voit d'ailleurs dans toute la scène où elle est devenue ultra fermée. Genre, elle bouge pas sa tête. Enfin, les yeux sont fixes. Il y a vraiment, on sent qu'elle commence à prendre. Un jeu de sourcils. Parfait. Ouais, elle est parfaite tout du long. Quoi. Non, mais elle attend de voir ce qu'il va lui répondre, quoi. Non, mais même après, en fait, tu vois qu'elle est vraiment ultra fermée. Eric. Non, en fait, moi, c'est l'impression que ça donnait de cette fermeté, ces façons directes de s'adresser à tout le monde, et surtout devant tout le monde, ça me donnait l'impression d'un futur conseil restreint, justement, à la méthode de King's Landing, entre guillemets. Évidemment, la main, on l'a déjà, c'est Tyrion, mais est-ce que, par exemple, une Yara pourrait pas devenir la Master of Weapons ou Master of the Ship, tout simplement, et d'autres personnages avec d'autres rôles comme ça. Mais voilà, mais d'abord, de s'assurer que toutes les personnes qui l'entourent sont des personnes de confiance, quitte à les brûler un peu et pour voir quelles sont leurs limites. Écoute, je te menace directement, tu réponds quoi ? Ok, c'est bon, ta réponse me satisfait, elle on le verra menace plus tard. pas vraiment, elle lui demande juste pourquoi elle devrait lui faire confiance alors qu'il a tourné le dos à tous les rois qu'il a servis. Oui, non, mais il a trahi tous les rois, en fait. effectivement. Parce qu'il le rappelle, en fait, il servait sous Aerys. Il servait sous Aerys, après il a servi sous Robert, et puis je sais plus à partir de quand il est parti, il s'est pas occupé de Tommen, il me semble. Après le procès. C'est après le départ de Tyrion. Il l'a pas encore vu. Il aide Tyrion à s'échapper, il part avec. Et il part juste après, en fait. Et Tommen se fait couronner un peu après parce que l'autre vient juste de mourir. Donc, Et il y a un moment très très chouette. De toute façon, toute leur discussion est super parce qu'il y a un super ping-pong entre eux. Elle lui rebalance tout le temps un truc super. Il y a vraiment une réponse intelligente à apporter parce que sinon c'est chaud. Et à un moment, elle lui dit quand c'était encore mon frère qui devait hériter peut-être potentiellement de cette couronne, c'était lui qui vous intéressait et moi je vous intéressais pas. Et ce qui est génial, c'est que Varys lui fait des réponses qui sont hyper franches. Il dit bah ouais, mais t'es gentil, mais à l'époque on savait rien de toi à part que t'étais jolie. Non mais et c'est quand même assez couillu de lui dire ça alors qu'elle est en train de le menacer quand même un petit peu, et il lui répond très franchement, et moi j'ai l'impression que de toute façon c'est sûr qu'elle le respecte et qu'elle apprécie en fait qu'il soit franc. Il lui dit même que son père c'était le roi le plus cruel qu'il ait jamais vu. Enfin, il lui fait des réponses très 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 franches, et au moment où elle lui demande qui a ordonné qu'on me tue, il lui dit Robert. Qui a engagé mes assassins? C'est Varys. Il lui répond pas, il lui répond pas, c'est moi. Il lui répond j'ai fait ce que je devais faire pour survivre. Bien sûr, mais c'est ça qui est cool, c'est que Varys, c'est un des personnages qui est le plus direct depuis le début en fait. Ouais. Il dit ce qu'il pense et il fait ce qu'il dit.
en permanence. Et c'est vraiment un côté... il le dit depuis qu'on le connaît. Hein. Moi, je sers le peuple avant tout. Et c'est pour ça qu'il peut se permettre de trahir des rois quand il commence à déconner, parce que le peuple doit passer en premier avant le roi. C'est le roi qui sert le peuple et pas le contraire. Elle lui demande si elle peut lui faire confiance. Elle lui dit non, moi je sers le peuple. Tant que vous défendrez le peuple, je serai avec vous. Vous vous souvenez de la scène de Varys avec Ned dans la saison 1, quand il va le voir dans sa cellule? Il lui dit ça un peu aussi. Ouais, c'est assez cool. Ouais, c'est pour ça que cette scène est super intéressante. Kitrus, tu voulais rebondir? Oui, mais du coup, je sais plus. Ah merde, désolé. Non, en fait, elle est en train de s'entourer des personnages les plus puissants du royaume, entre guillemets. Elle a déjà Tyrion dans sa poche, mais c'est pas forcément le plus puissant, en tout cas, c'est un des plus malins. C'est un des plus puissants de la série. Varys, tu peux pas l'avoir contre toi, c'est pas possible. Il a trop de réseau, il a trop de puissance. Si tu vois, avoir Varys chez Cersei, c'est trop compliqué. Elle va réussir à rapatrier Jon peut-être et donc le faire allier à sa cause. Mais Lysandre arrive. En fait, ils sont en train de nous montrer dans l'épisode 2 que Daenerys est en train de monter la High Team, quoi, tu vois, l'agence touriste qui est les personnages les plus puissants pour écraser les Lannister. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'à la fin de leur discussion, ils se prêtent une sorte de serment, quoi. Oui. Comme un petit peu comme un chevalier qui vient prêter serment à un chef de maison, à un roi. Elle lui prête serment, elle lui dit que si un jour elle se détourne du peuple, il lui dira, et elle lui dit si tu me trahis, je te brûle. Mais voilà, il se font un serment. Et j'ai trouvé ça vachement cool comme réponse parce que elle aurait pu juste essayer de faire un jeu d'égal à égal en fait. Toi tu me trahis pas et puis tu me dis, et puis si tu me le dis tu m'en empêches, mais en fait pas du tout. C'est juste tu viens m'en parler, mais si tu me trahis je te tue. Ouais. Et en fait elle met encore bien ce rapport de pouvoir. Ouais, c'est de l'humour raté. Tu trouves? Moi j'ai pas vu ça. Je pense qu'elle essaie d'être un petit peu marrante en plus quand elle dit ça. Parce qu'elle a un petit je pense que la menace sérieuse quand même. Pas tant ça, parce que Varys lui dit à un moment si je déconne, donnez-moi à brûler à vos dragons ou un truc comme ça. C'est pas une menace, mais je pense qu'elle essaie de faire un jeu de mots en fait. Ouais, un peu raté alors. Moi je l'ai pris comme une menace et c'est plutôt cool. En gardant quand même sa posture de reine. Ouais. J'avoue. Et donc la suite de cette scène, c'est, je crois, c'est Grey Worm qui lui dit que il y a une prêtresse rouge qui l'attend. Oui. Et en fait, toute cette scène, elle raconte plein de choses puisque déjà on apprend que elle est plutôt bien accueillie parce que Daenerys, elle dit les prêtres rouges étaient là pour assurer la paix à Mérine, donc je les aime bien. Moi, je me souviens pas de ça, donc voilà. Alors c'est pas montré dans la série, mais effectivement dans le bouquin, c'est dit. Ouais. Donc on sait que Daenerys déjà à la base, elle est contente de la voir arriver, ce qui est plutôt cool. On apprend que la prêtresse rouge a été esclave. Moi, je me souviens pas de ça. Elle lui dit, je suis honorée de rencontrer la briseuse des chaînes. J'ai moi-même été une esclave brisée, marquée. Encore une fois, je le savais, mais je crois que dans les bouquins aussi. Dans les bouquins, oui. Quand on arrive dans le 5e bouquin, on arrive enfin aux pensées et au point de vue de Mélisandre et elle raconte sa vie. Voilà. Enfin, son enfance. Kitrus. Mais dans les bouquins, je me rappelle, il n'y avait pas une prêtresse rouge aussi quand elle était avec les Dothraki, ou elle n'en a pas rencontré une ou parlé. J'ai pas souvenir de ça. Sûr, la première qu'on voit dans les bouquins. Non, parce que je sais pas si tu penses à Miri Mazdour, la sage-femme qui a aidé à plus ou moins tuer Khal Drogo. Elle est juste sorcière de bas étage. C'est une sorcière, ouais. D'accord. Mais c'est pas. Elle connaît Achai, elle a appris ce truc à Achai, mais elle n'est pas prêtresse rouge. Ils le mentionnent en fait, ils en parlent dans cette scène. Mais en fait, effectivement, les prêtres rouges sont installés dans le lore très tôt. Mais le premier qu'on voit, c'est vraiment Mélisandre. On en voit plus que ça dans les livres. Du coup, elles ont sur une petite scène d'intro. Je suis ravie de vous rencontrer parce que j'ai été esclave. Et puis, moi, je suis plutôt encline à vous écouter puisque vous êtes une prêtresse rouge. Super. Et Daenerys lui dit, vous me voulez quoi, clairement. Elles ont une petite discussion sur la prophétie. Comment elle s'appelle Mélisandre lui dit la longue nuit approche, seul le prince qui fut promis peut ramener la lumière. Et là, elle hésite un petit peu à se prononcer. Est-ce que ce prince qui fut promis, c'est Jon? Est-ce que c'est Daenerys? Bon, elle n'a pas eu que des bonnes expériences dans le passé avec Stannis, par exemple. Donc, elle est un peu plus prudente aujourd'hui. Et donc, elle lui dit, c'est pas forcément elle dans cette prophétie, mais qu'en tout cas, elle a un rôle à jouer. Elle se mouille pas trop. Elle a ses petits doutes, mais voilà, elle y va pas franco comme avec Stannis, où elle arrêtait pas de lui dire que c'était lui la rockstar, que c'était lui the best. Mais elle est quand même beaucoup plus à l'aise. On voit ça. Oui. Enfin, c'est ça qui est bizarre, c'est qu'avant elle était extrêmement sûre de ce qu'elle pensait, mais en fait elle disait de la merde. Et là, elle émet des doutes, mais elle a l'air apaisée.
Ah mais elle est souriante, elle est... C'est ça qui est intéressant, et je crois que j'en parlais dans le tout premier épisode de Whisperos, en fait, où tu comprends que elle n'a pas la vision de son Dieu, en fait. Elle n'a pas le plan large du truc. Elle se dit, ok, moi j'ai mon point de vue et ce que mon Dieu veut bien me montrer, mais finalement c'est lui qui a un plan à long terme, et pour que ça puisse amener à quelque chose, je suis obligé de faire mon move à moi, en fait. Et c'est ça qui est intéressant, elle se rend compte de ça en disant, ok, je te préviens qu'il y a cette prophétie, je pense que c'est possible, mais je te promets rien. Marc ? Et puis ça fait des mois qu'elle est dans le Nord à se cailler, tu m'étonnes qu'elle est contente. Non, et puis alors, moi ce que je trouve sympa quand même de la part de Mélisandre, c'est que Jon, il l'a quand même banni en lui disant, si tu reviens là, je te pends. Et elle dit, oui, il y en a un qui aimerait bien te rencontrer, il faudrait rencontrer Jon. Enfin, elle continue son job, quoi. Elle se dit que Jon, c'est peut-être potentiellement ce prince. Et c'est là où Keith Russ, je crois que je lui avais parlé dans le premier épisode aussi, en disant, je pense qu'il la ban du Nord, mais en lui donnant finalement peut-être un plan ou une... C'était moi. Ah, c'est toi qui disais ça? Merde, pardon, c'est Marco qui disait ça. Ouais, là, je suis moins sûr, mais c'est possible encore. Mais c'est pas idiot, en fait, finalement. Voilà, en fait, elle joue encore pour la team Raylor. Voilà, je pense qu'il y a un truc à faire au-delà de ça, quoi. Continuez, Hello. Et alors, du coup, je voulais vous refaire un petit point sur cette prophétie, parce que je sais qu'elle en parle un tout petit peu, Mélisandre, dans la saison 2 et 3, il me semble qu'elle en parle de temps en temps à Stannis, de cette prophétie, puisqu'elle pensait avant que la réincarnation de ce prince qui devait revenir, c'était lui. Aujourd'hui, c'est soit Jon, soit Daenerys, donc d'après elle et d'après aussi les livres, puisqu'il y a pas mal d'éléments dans cette prophétie qui peuvent nous faire croire que c'est lui ou elle. Et donc, je vais vous la redonner, cette prophétie, telle qu'elle était dans les livres. Alors, je ne sais plus exactement comment elle est dans la série, mais dans les livres, c'est comme ça. Je ne vais pas tout vous mettre. Il viendra un jour où, après un long été, où les étoiles saigneront et le souffle froid des ténèbres s'abattra sur le monde. Azor Ahai renaîtra parmi le sel et la fumée pour réveiller les dragons de pierre. Donc, Azor Ahai, dragon de pierre. C'est lui le prince qui fut promis. Et dans cette prophétie, donc comme elle le dit, il renaîtra parmi le sel et la fumée. Il y a 2 personnages dans cette série qui sont revenus d'entre les morts. Enfin, revenus. Daenerys, on pense qu'elle n'est jamais morte dans les flammes quand elle a enterré Khal Drogo dans la saison 2, si je dis pas de bêtises. Voilà. Fin de saison 1. En fin de saison 1, quand elle l'enterre, elle le fait brûler, comme le veut la tradition d'Othraki, et elle ressort des flammes non brûlées avec ses dragons. Donc, est-ce qu'elle est renée d'une certaine manière? Oui. Est-ce que c'était près du sel et de la fumée? Oui, puisque c'était pas très très loin de la mer, il me semble. Et est-ce qu'elle a réveillé des dragons de pierre? Oui. Donc, potentiellement, c'est elle. Et quand saignera les étoiles, donc quand saignera l'étoile rouge, qui fait partie de la prophétie, c'est cette comète qu'on voit dans la saison 1. Eric? Juste point géographique, ils sont au milieu du continent. Donc d'accord, donc non, il n'y a pas de mer, il n'y a pas de sel. Mais par rapport au sel, les larmes de tristesse. Ah oui, c'est une théorie, il se sert vraiment de ça pour décrire... Oui, d'ailleurs, on voit la mer quand elle va étouffer Khal Drogo. Ils sont près du bord de mer. En fait, c'est ça le dans la série, ils sont au bord de mer. Ils font un petit voyage tous les deux et c'est là où elle étouffe devant le bord de mer. Oui, c'est peut-être pour ça. Donc, pour le moment, moi, en voyant ça, pour moi, Jon, il est un peu plus loin de cette prophétie quand même que Daenerys. Voilà, moi je pense que c'est Daenerys. Et d'ailleurs, dans les livres, comment il s'appelle, Mestre Aemon, quand il meurt, il veut absolument prévenir je ne sais plus qui, en envoyant un corbeau pour dire qu'en fait, dans la prophétie, c'est Daenerys. Ah, je me souviens pas de ça. Donc il y a ça dans les bouquins. Pour moi, on est déjà en train de faire du theory crafting. Excusez-moi. Je voulais juste faire un petit rappel de la prophétie. Et donc plusieurs personnes l'interprètent de façon différente, cette prophétie. Il y a Mélisandre, il y a d'autres prêtres rouges, il y a Aemon Targaryen. Tout le monde la connaît, cette prophétie. Elle est plus ou moins connue. Hein. Tu voulais dire, Ketrus? Tu voulais réagir, Ketrus? Non, je veux dire, le coup de Miss Andy qui la corrige sur la traduction et qui dit ça peut être prince ou princesse, c'est encore un signe que c'est Daenerys. Quoi. Oui, enfin, pour moi, clairement. Il n'y a plus de doute. Et cette prophétie, donc pour terminer, pourquoi est-ce qu'elle aurait pu concerner Stannis? Parce que depuis longtemps, on dit que cette prophétie, elle doit concerner un prince qui viendrait d'une lignée Targaryen. Oui. Et Stannis avait une grand-mère targaryenne, donc il est tout à fait concerné par cette prophétie. Oui, c'est vrai je crois qu'on l'avait dit une fois dans l'épisode, mais effectivement, les Baratheons descendent des Targaryens. Voilà, ils descendent des Targaryens. Et pourquoi Jon est concerné maintenant par cette prophétie? Puisqu'on on sait que son père était potentiellement un Targaryen. Régard. Oui, Eric. La prophétie, si on rentre dans les détails, c'est un descendant Targaryen, mais d'une certaine personne. C'est les descendants d'Aegon. Donc c'est vrai que ça exclut en fait Stannis, mais
Un descendant d'Aegon, non, puisque ça... Pas d'Aegon, mais Aegon, en fait, le 4 ou le 5. Un Aegon qui est on va pas rentrer dans la lignée Targaryen. Voilà, je voulais juste revenir sur la prophétie, parce qu'effectivement, elles l'évoquent toutes les deux comme si tout le monde était au courant, parce qu'effectivement, là-bas, à Westeros, tout le monde connaît cette prophétie. Et même en Ashaï, tout le monde connaît cette prophétie. Nous, on l'avait un peu oublié, puisqu'ils nous en parlent dans la saison 2. Mais voilà ce qu'elle dit, en gros, cette prophétie. Très bon point. Marco, tu veux réagir ? Ouais, je trouve que les prophéties, c'est nul. Ouais, d'accord. Et que, en fait, c'est très souvent un moyen un peu détourné de surprendre le lecteur, en fait, ou là le téléspectateur. Donc on s'attend à quelque chose, finalement, ah non, ça se passe autrement, ou alors on se joue de nous, tu vois, c'est un peu comme avec Cersei, si mal amené, quoi. Bah, c'est juste que pour moi, ça reste un fil rouge, mais c'est quelque chose de... C'est pas ce qui m'intéresse, en tout cas, quoi. D'accord, ok. Il y a un personnage dans les bouquins qui dit, d'ailleurs je crois que c'est Marwyn, qu'on n'a pas encore vu, mais bon, un archimestre un peu décalé, qui dit que les prophéties sont là sont comme une femme de petite vertu, qui en fait tu la vois, c'est joli, et quand tu t'approches trop et que tu es pas prudent, en fait ça te mord le bazar entre les jambes. Et ça s'en va en courant. Donc en gros, c'est ce qui s'est passé avec Stannis. Ouais. Hein. Voilà, ça l'a bien mordu Stannis. Hein. Oui, on va dire ça. Il en a perdu la tête. Ok, on sait pas s'il a perdu la tête. Ok, Eric, garde la parole. Tu vas nous faire la 5 clés justement de la politique à venir entre Cersei, Jaime et Lady Randyll. Ouais. Alors, Cersei, j'appelais ça Cersei Community Manager de cette couronne. Dans sa scène, effectivement, Cersei Lannister rassemble les seigneurs du Bief, donc les Bief en anglais c'est The Reach, c'est cette région très prolifique en termes d'agriculture, et donc on en a parlé dans les saisons précédentes, nourrit le royaume, enfin tout le royaume. Et la livrée arrive, donc c'est chaud. Et donc Cersei essaye d'unir donc tous ces seigneurs face à l'arrivée imminente de Daenerys Targaryen. Et elle rappelle que Daenerys n'arrive pas seule, elle arrive avec une armée d'Immaculés, une horde de Dothraki, un Tyrion Lannister, parce que ça je pense que c'est la plus grosse arme, et naturellement 3 dragons adultes. Elle rappelle que Cersei est la reine et donc la protectrice du royaume, ce qui est super ironique quand on sait tout ce qu'elle a pu lui faire comme comme sale coup. Et dans son discours, Cersei décrit Daenerys comme un envahisseur qui a pour but de tout raser sur son passage. D'ailleurs, j'ai vu la scène qu'une fois et demie, mais il me semble qu'elle ne donne pas du tout son nom et qu'elle appelle juste en référence à son père, dont tu as fait le portrait juste avant, Aerys II, le roi fou. Et moi, je voudrais revenir sur un point qui est très peu évoqué dans les bouquins et quasiment pas évoqué dans la série, c'est le sentiment des habitants de Westeros concernant les Targaryen. C'est-à-dire que nous, à chaque fois, enfin nous et les autres personnages de la série et des livres, à chaque fois quand on parle des Targaryen, c'est pour parler du roi fou, Aerys Targaryen, jamais des autres. Il y a certains personnages qui vont faire des parallèles pour la sagesse d'un tel ou les conseils de guerre d'un autre, mais rarement, les Targaryen, on les aimait bien, on les aimait pas. Le fait est que la plupart des habitants de Westeros les acceptaient, c'était leur seigneur depuis plus de 300 ans. Mais en fait, en réalité, pour moi, c'était plus de la peur qui était mise en avant avec les dragons. Donc naturellement, les dragons n'existaient plus dans les dernières années. On en a parlé dans d'autres épisodes qu'ils produisaient des wildfires justement pour les intimider à nouveau. En réalité, la street cred, elle est vraiment descendue pendant toute la période, Aerys Targaryen. Il y a d'ailleurs là, une scène dans le Nord, un des chevaliers du Val qui dit qu'on peut pas faire confiance aux Targaryens. C'est ça, il y a une grosse cicatrice mentale dans beaucoup de personnages, et c'est encore, j'en parlais la dernière fois, cette génération de grands combattants, de grands chevaliers là, qui ont eu à participer à la rébellion de Robert d'une façon ou d'une autre, et qui ont donc entendu ou même vu de leurs propres yeux toutes les affres que ce roi fou a pu faire, donc soit sur leur famille, soit sur eux-mêmes s'ils ont encore la chance d'être en vie, mais bon, tout le monde sait que les Targaryens aujourd'hui ont laissé une trace vraiment vraiment négative. Mais d'ailleurs il y a aussi Sansa qui rappelle que le roi fou avait brûlé
donc le frère de Ned Stark et le père de Ned Stark. Effectivement. Il y a beaucoup d'évocations justement dans cet épisode, plus que dans plein d'autres, du fait que les Targaryens sont dangereux, qu'on peut pas leur faire confiance, quoi. Dans cette filiation que parce que nous on a le point de vue, on a la chance d'avoir vu Daenerys se développer, grandir, apprendre à la fois d'en apprendre plus sur sa famille, mais aussi sur comment régner de façon juste et à peu près propre. Mais de l'autre côté, à Westeros, on a Robert qui sa première tâche c'est de vouloir, dès qu'il apprend qu'elle a encore envie, qu'elle va se marier, c'est de le tuer. Tu l'as dit tout à l'heure. Donc il y a encore ce sentiment vraiment effrayant, l'ombre des Targaryennes qui fait flipper tout le monde à Westeros, et du coup on a Cersei qui joue sur cette peur là et donc qui essaye de rassembler les seigneurs qui veulent bien l'écouter, donc ceux du Bief. Il n'y a pas beaucoup de monde, hein. Ah bah non, c'est triste, c'est très très triste, c'est le problème auquel elle fait face en ce moment. Quand les Targaryens sont en train de s'entretuer, en gros, on s'en fout un petit peu. Et donc la rébellion de Robert fait tourner le sentiment à peu près neutre envers les Targaryens, mais voilà, Cersei joue sur le côté tel père, telle fille, pour faire peur à tout le monde. Ouais, c'est plutôt bien tourné. Oui, clairement, politiquement, c'est très bien joué. Hein. Ouais. Donc c'est un gros décalage avec ce qu'on sait en tant que spectateur, et Tyrion, donc dans l'autre scène, on l'entend conseiller à Daenerys d'y aller justement mollo. Parce que Cersei va jouer sur le côté, il y a des étrangers à King's Landing, voilà ce que Daenerys nous apporte. De l'autre côté, on a Jaime Lannister qui fait appel au patriotisme de Randall Tarly, et tu parlais de son honneur qui, pour moi, est à peu près comparable à celui de Ned Stark. D'ailleurs, il explique lui-même qu'il est tiraillé par rapport à ses propres sentiments, les serments qu'il a pu faire à Olenna Tyrell, donc sa suzeraine, et à la reine, par défaut, entre guillemets. Parce que Jaime lui rappelle bien comme il faut. Hein. Voilà. Mais Randyll Tarly lui rappelle bien comme il faut que lui, il a une morale et qu'il assassine pas les gens dans le dos et que. Oui, clairement. Oui. Et qu'il assassine pas les gens à des mariages. Ouais. Voilà. Référence aux noces pourpres. Moi, je l'ai pas senti si tiré que ça en fait. Ouais. Je l'ai senti vraiment. Il a vraiment donné l'allégeance aux Tyrell et tu le sens plutôt partir vers les Tyrell et laisser tomber les Lannister. Et tu vas en parler après. C'est la discussion qu'il a avec Jaime qui effrite un peu cette carapace. Moi, à mon avis, l'honneur de Randyll, il est, on peut pas le perforer, c'est bon, il est. Le truc, c'est que ce que met Jaime dans la balance, c'est un potentiel lordship du Bief. Sauf qu'à mon avis, Randyll, il en a rien à foutre. Le mec, c'est un soldat. Ouais. C'est un soldat, et donc il y a deux choses qui le tiennent à cœur. C'est, en exagérant un petit peu, la virilité, l'honneur, le fait de représenter sa famille comme les traditions à l'ancienne, quoi. Et Randyll, il est pas assez con pour faire la même erreur que les Tyrell, justement, et de penser qu'il y a moyen de moyenner, et que en discutant un peu ou en essayant d'être plus malin que Cersei, et ben en fait, et qu'on s'en sorte, bah non. Donc moi, à mon avis, épisode suivant, c'est un peu Intercraft, mais je pense que Randyll va pas, il va plier le genou très rapidement. Et moi, j'ai l'impression que Jaime le convainc vraiment en lui disant, vous pouvez pas vous battre aux côtés des sauvages. Ouais. Oui, c'est vrai. Et lui, on sait combien il déteste les sauvageons. Il l'a dit. C'est difficile d'avoir cette image en tête, quoi. Ouais. Deux armées comme ça. Ouais. Je pense que c'est là qu'il le convainc complètement. Tellement différent. Ouais. Et là, on voit que Randyll, il est un peu moins pressé que les autres, et il comprend les conséquences d'un éventuel refus. Donc, c'est pour ça que pour moi, il accepte. Ouais. Sans insister sur le fait que tout ça nous rappelle bizarrement des techniques politiques qu'on a entendues trop récemment en France, aux États-Unis, de la bouche de personnes blondes plutôt mégalo et surtout complètement folles. C'est une méthode qu'on entend partout. Enfin, je veux dire, si à l'époque on pouvait écrire entre les Cro-Magnons et les machins, je pense que les gens de la rivière d'en face c'était des ennemis. Il fallait protéger nos proches, nos enfants et ce qu'on peut bouffer. Donc non, mais c'est un peu un sentiment le fait que Cersei, elle appelle Daenerys la fille du roi fou. Elle lui donne jamais de nom. On dirait du coup. Pour rappeler, Hillary, on dirait Trump qui parle d'Hillary. C'est une véritable propagande. C'est de la propagande. C'est la politique. Fake news de base. Super bon marketing. Le seul problème, c'est qu'on peut faire un parallèle. Enfin, ce qui me dérange un peu, c'est que la façon dont qu'elle a de s'adresser à ces gens, c'est on peut faire un parallèle avec le discours de Jon Snow et avec les Seigneurs du Nord. S'unir face à l'arrivée d'une armée de barbares. En fait, c'est exactement ça. C'est difficile de les comparer, mais c'est la même méthode. C'est le même point de vue, surtout, en fait, qu'est-ce russe.
Ouais, je trouve qu'on peut pas trop les comparer parce que Cersei c'est plus un monologue et en fait elle dit ce qu'elle a à dire et c'est tout, point. Et Jon Snow C'est pas un conseil. Il est plus dans le dialogue en fait. Donc c'est pas un management de la peur quoi, tu vois. Avec Cersei c'est ça. Elle est sur un trône, lui il est au milieu d'une assemblée, c'est vrai que c'est différent. Voilà la différence. Ouais. Mais il est debout, ils sont assis. Et d'ailleurs, vous avez remarqué maintenant toutes les scènes avec Cersei dans la salle du trône. Il y a toujours une quarantaine de soldats en permanence qui entourent les invités, alors qu'avant on n'avait pas ça. Ouais, elle est devenue un poil parano. Alors juste pour finir les deux derniers petits points, dans les deux cas, donc avec Jon Snow et Cersei, il y a une menace bien réelle. Pour Cersei, c'est de perdre son trône, parce que Mégalo, moi. Et pour Jon Snow, c'est que tout Westeros perde son âme. Donc ça, c'est un peu... Enfin, c'est vraiment les deux points de vue différents. Mais par contre, on voit bien que Cersei sort ses griffes pour convaincre un public hostile, mais c'est que le début. Je pense pas que ce soit sa dernière arme. À mon avis, elle doit. Enfin, on a bien vu le carquois magique là. Baliste. Mais enfin, on sait qu'elle a plus d'un tour dans son sac. Qyburn, c'est aussi un conseiller en termes de négociation et de peut-être un peu plus autour de guerre. On verra ce qu'il peut lui apporter comme aide. Peut-être un peu plus technique et stratégique plus tard. Mais alors moi, franchement, en faisant cette revue, cette scène m'a un peu fait chier. Je vois pas ce qu'elle apporte. On sait juste que Cersei, elle se prépare. C'est encore une fois, on déplace des pions, quoi. Oui, voilà, clairement, on met en place pour le prochain épisode. Ouais. Donc j'ai bien galéré à faire ce truc. Je suis pas tout à fait d'accord, mais j'en parlerai dans le Theory Crafting. On va y revenir plus tard. On va faire un rappel des dernières scènes dont on n'a pas évoqué ici. Est-ce qu'on parle rapidement de Arya qui rencontre son Direwolf? Qui veut expliquer la phrase mystérieuse d'Arya? Ce n'est pas toi. Moi, je veux bien. Vas-y, Kétrus. Alors, juste pour... Enfin, on remet pas la scène en place, juste explique ce petit point de détail. Oui, en fait, quand elle propose à Nymeria de la rejoindre à Winterfell. D'ailleurs, c'est intéressant que d'un seul coup, elle reparte à Winterfell, mais bon, bref, c'est un autre débat. Donc, elle dit à Nymeria, non, mais ce n'est pas toi. Et donc, on se dit tous, bah bon, c'est pas le loup de Nymeria. Et en fait, ça fait référence à ce que lui avait dit... Son père, quand il lui a dit, c'est dans la saison 1, bah oui, forcément, hein, c'est un qu'après il est mort. Il lui dit, tu vas marier un grand lord et tu vas diriger son château et tes enfants seront des chevaliers et des princesses et des princes et des lords. Et elle, en fait, elle répond, no, that's not me. Et en fait, c'est ça qu'elle veut dire par là à Nymeria, c'est que non, en fait, c'est plus toi, ce n'est pas toi d'aller à Winterfell, maintenant tu as une autre vie, tu as ta horde et tout ça. D'accord, donc c'est juste un rappel en fait. Oui, c'est parce qu'en fait, les loups, ils sont très proches de chacun de leurs maîtres, et en fait, ils ont des destins un peu parallèles. Et du coup, la Nymeria, elle est un peu comme Arya, elle a fait sa vie de son côté, elle a réuni sa team, elle vit sa vie. Et elle va où elle veut, elle fait ce qu'elle veut comme Arya, et du coup elle peut pas rejoindre Arya, c'est sûr. Donc c'est sûr, c'est pas du tout Nymeria de suivre Arya, de laisser tomber son wolf pack et de la suivre, quoi. Tu peux refaire exactement la même scène et en fait tu mets un miroir à la place du loup. Très et bien, c'est exactement ça en fait. C'est-à-dire qu'elle se voit changer, elle comprend en fait son parcours à travers son ancien loup. Ouais. Mais c'est quand même la première fois qu'elle sourit depuis le début de la saison. Oui, elle a un petit sourire, un petit rictus. Ouais. Non, elle a souri avec le chanteur là. C'est vrai. Mormon et Sam, l'opération. Qu'est-ce qu'on en pense rapidement? Alors, j'ai vu un commentaire, mais je sais plus où. Pourquoi est-ce qu'ils lui ont pas donné le Milk of the Poppy pour calmer ces trucs, mais juste trois gorgées de rhum, ça va faire l'affaire. Peut-être qu'il n'a pas accès, comme il n'a pas accès à la bibliothèque mystérieuse, il n'a pas accès aux potions. C'est l'étagère tout en haut là. Voilà, mais si, ça se trouve c'est ça, tout simplement. Il faut une chaîne pour pouvoir donner le lait de pavot. Moi j'adore cette scène parce que cette scène avec Sam, elle démarre sur une transition rigolote, puisqu'on vient de voir Grey Worm et comment elle s'appelle, Miss Sunday qui ont leur petite scène de cul. Et la scène commence par donc Sam qui rentre sa main dans la fente d'un livre, donc c'est très imagé. Et ensuite, ça se termine par encore cette transition qui est drôle, vraiment drôle, où on passe de cette espèce de croûte d'un seul coup, comme s'il y avait 12 000 litres de pu et que quelqu'un va se le mettre à la bouche. Donc moi, j'ai adoré. Ah, on a éclaté de rire. Ouais, on était tous les cinq. C'était très comique, c'était voulu. Ouais, j'étais là.
Et pour en revenir à Jorah Mormont, alors il y a HBO qui réalise aujourd'hui la lettre qu'il était en train d'écrire à Khaleesi. Ah oui, j'ai vu. Une petite lettre d'amour. Il était en train de lui dire qu'il avait tout essayé, mais qu'il n'y était pas arrivé à se soigner et qu'il l'avait aimé depuis le jour où il l'avait vu. Voilà la petite lettre qu'il est en train de lui écrire, qui n'est pas partie. Finalement. T'imagines sa surprise si elle avait lu ça? Mais on se demande comment il va lui enlever toutes ses croûtes parce qu'il en a quand même pas mal. Ouais. On verra. Pourquoi vous l'avez pas fait ça quand il avait juste un peu sur la main? Non mais comme il disait, c'est très dangereux et surtout ça permet de répandre la maladie très rapidement. Est-ce qu'il va le soigner? On ne sait pas. On verra bien. On théorycraft pas là-dessus. Rapidement, on parle de la scène de sexe entre Grey Worm, Vergris et Miss Sunday. Non, on s'en fout. Ok, on passe. Ah bon? Non, tu vas en parler? Non. D'accord. Un mot, fermeté. Oh là là. Pardon. Non, ce sera sûrement pas coupé au montage. On va passer à la séquence suivante. On va faire un petit focus. Knowledge is power. Le focus donc de cette semaine, comme je l'ai annoncé dans le sommaire, on va parler donc de la maison Greyjoy. Donc c'est moi qui vais mener un petit peu tout ça et je compte beaucoup sur Eric ici pour ramener beaucoup de choses parce que il y a pas beaucoup de choses il y a beaucoup de choses à dire, mais les informations sont un peu dures à trouver car disséminées à travers tout le bouquin. Alors je te préviens, j'en suis à ma deuxième verre de vin. D'accord, c'est pas très grave. Alors, la maison Greyjoy de Pike, et donc Pike, c'est l'île qui se trouve loin des côtes de la maison de Lannister, donc les maisons Lannister qui en a pris plein la gueule. On va pas revenir sur la rébellion des Greyjoy là-dessus, mais ça fait partie, en fait, c'est un peu l'inimité qu'il y a entre les deux. Donc la maison Greyjoy, c'est une grande maison de Westeros et elle règne donc sur les îles de Fer, qui est en fait une espèce d'archipel avec de nombreuses îles donc, qui sont donc sur la côte ouest de Westeros. Le chef de la maison est ce qu'on appelle le Lord Reaper, donc seigneur moissonneur en français, si je ne me trompe pas trop, de Pike. Rapidement, leur sigil, donc leur symbole de la maison, c'est traditionnellement un kraken doré sur champ noir. La classe de ouf, tout le monde, je veux ça dans mon appart. La devise de la maison est We do not sow, donc nous ne sémons pas, ce qui sous-entend effectivement que ça reste une maison de pirates. Ils ne cultivent rien, ils prennent aux gens, ils prennent avec violence très souvent. Oui. Alors, précision, c'est surtout parce qu'ils peuvent pas. Voilà. Je pense qu'ils aimeraient On appelle ça les îles de fer pour une bonne raison, c'est que les îles sont très riches en minerais de fer, donc il y a très peu de culture à avoir dessus, même pas du tout. Et voilà. L'expression très bien connue aussi, que je kiffe de plus en plus à chaque fois que je l'entends, c'est What is dead may never die. Alors, voilà. Alors, c'est une référence. Alors, moi, je pense très personnellement que ça reste une référence à notre seigneur Cthulhu, donc de H.P. Lovecraft, mais Martin a dit librement dans une interview qu'en fait que c'était une référence surtout aux traditions vikings, en fait aux dieux vikings. Il fait une référence, alors j'ai plus le nom en tête de quel héros viking qui meurt, et lorsqu'il meurt en fait il est amené au festin en fait dans la salle noyée où il festoie en fait tout le reste de sa vie. Donc quand il le meurt en fait finalement il ne meurt pas vraiment, c'est un peu comme une référence au Valhalla, il part en fait dans un autre paradis et il vit sa vie là-bas directement. Donc à voir. Moi je pense vraiment qu'il y a une réelle référence à Cthulhu, mais pourquoi pas. Voilà, donc les îles de fer sont un lieu, comme je l'ai dit, qui est riche en minerais de fer, qui sont très durs, très sombres, et leurs habitants sont exactement pareils. Ils sont traditionnellement très durs envers eux-mêmes et envers tout le monde. Ils sont très moqueurs, très sévères. Et avec eux-mêmes et surtout avec leurs voisins. Comme on l'a dit, c'est un peuple de pirates. Ils ont toujours eu une espèce d'intention de conquérir le continent de Westeros, mais sans jamais vraiment pouvoir. Yara le dit très bien lorsque Théon va essayer de prendre la main sur Winterfell. Il dit c'est trop loin des eaux, on peut pas contrôler ça parce que c'est trop loin de ce qui est nous en fait, du fait d'être des pirates et de vivre sur l'eau. Oui. D'ailleurs, ils appellent Westeros, enfin la Terre, l'espace vert. Oui, voilà, la Terre verte. Là où on va prendre ce qui nous appartient de droit finalement. La maison Greyjoy en fait descend de ce qu'on appelle le Grey King, donc le roi gris, qui est un roi légendaire des îles de Fer qui aurait régné, alors légende ou pas, on va rentrer un peu là-dedans, qui aurait régné pendant 1000 ans et qui aurait eu une sirène comme femme. Normal. Le roi gris qui serait habillé de plusieurs robes d'algues et d'une couronne faite de dents de naga. Alors naga,
comme un nom propre, parce que c'est un dragon. Il a été béni par le dieu noyé, donc Cthulhu pour moi, encore une fois, donc béni par le dieu noyé pour mener une guerre contre le dieu tempête, donc The God of Storm, qui lui aurait son château en fait dans le ciel et dans les nuages. Et il aurait donc le roi gris aurait combattu Naga et l'aurait tué. Et aurait fait donc de sa couronne des dents de Naga. Naga, c'est le premier dragon des mers qui serait assez gigantesque. C'est un peu, pas un kraken, mais encore plus gros qu'un kraken finalement, puisqu'il serait assez énorme pour pouvoir couler des îles directement. Ouais, carrément. Après l'avoir tué, donc on ne sait pas si le dragon, ce dragon des mers existe vraiment. On peut supposer que oui, ayant des dragons qui crachent des flammes et qui volent finalement, mais personne ne sait si ça reste qu'une légende ou pas. Après l'avoir tué, donc le roi gris aurait utilisé les os de Naga pour décorer le hall qui est consacré au roi gris, donc à lui-même. On ne sait pas encore une fois si la légende est avérée, mais ce qu'on sait clairement, c'est que ce hall existe sur les îles de Fer et qu'il est vraiment décoré avec des os qui ont été pétrifiés avec le temps. Aujourd'hui, et dans les bouquins, c'est expliqué plus ou moins, on ne sait pas si ces os appartiennent vraiment à un dragon des mers, impossible de le savoir réellement, mais voilà, ça fait entretenir la légende et ça crée en fait cette espèce de tradition là-dessus. Le premier Greyjoy réel à prendre le pouvoir sur les îles de Pike, c'est Lord Vicon, donc, qui était le chef de la maison Greyjoy à l'époque, et le Lord Reaper de Pike, sous le règne du roi Arryn Black. Alors c'est House of Aur. Je sais pas comment on dit. Je sais pas ce que c'est en français. J'ai pas traduit le truc. Je pense que ça se traduit pas assez. Voilà. Alors après que Arryn, donc le Arryn le Noir, et sa lignée ait été tué par Aegon le Conquérant, donc ça remonte à plus de 500 ans maintenant. C'est en fait 300 ans, pardon, oui, 300. L'arrivée à Aegon 500 ans, 200 ans après, il prend contrôle de Westeros. Donc en fait, on fait une référence à Harrenhal, donc le château qu'on voit régulièrement dans la série, qui est complètement brûlé. C'est un château qui a été brûlé par Aegon le Conquérant lorsqu'il est venu sur Westeros pour conquérir la Terre, et en fait son dragon a brûlé tout le château avec plein de monde à l'intérieur. Et en l'occurrence, à ce moment-là, il y avait le dirigeant de l'époque de Pike, dont j'ai pas le nom ici, mais voilà, les habitants des Ferney vivaient à cette époque-là sur Westeros et ont été renvoyés par Aegon en disant ok, vous dégagez des Riverlands, vous retournez sur vos îles de merde, et toi, le Vicon, si tu as envie d'être le chef de tout ça, tu peux l'être, mais tu n'es pas roi, tu es juste un lord parmi les lords, mais tu n'es pas roi de West sur micro-précision, donc en fait les Riverlands qui existent aujourd'hui, donc gérés par les Tully machin, effectivement en fait c'était une seule et même région avec les îles de Fer. Voilà. Et quand il a renvoyé donc tous les petits lords, en fait Greyjoy c'était un parmi plein d'autres, il y avait 3 ou 4 familles, et du coup ils ont dit bon décidez entre vous qui sera le Lord, et donc c'est bien Greyjoy qui a été choisi en premier. Et donc en échange de leur allégeance à Aegon, donc Aegon a autorisé les îles de Fer à choisir un nouveau leader, donc ils ont choisi Vicon Greyjoy, sa maison étant à cette époque la plus importante de toutes les îles de Fer, et lui revendiquait réellement sa descendance légendaire du roi gris. Cependant, comme j'ai dit, donc, il est devenu Lord of the Iron Island, mais pas du tout un roi. C'est là où je me suis gouré sur la traduction. Moi, je pensais le droit des rois en fait qui donne sa descendance à lui-même, mais c'est pas du tout le cas. Tout le Kingsmoot là, ça fait des milliers d'années qu'ils en ont pas fait un seul. La première fois qu'ils le font, c'est là, et ça fait, je sais pas, 2000 ans, enfin bon, après, c'est encore des gros chiffres, machin, qu'ils le font. Mais les descendants, enfin les ancêtres, pardon, de tous les Greyjoy et de tous les Iron Islanders étaient des descendants de Greyjoy. C'était, ils faisaient le Kingsmoot, et effectivement, il y en a un qui a dit à un moment, bon stop, je veux garder la suprématie, et je veux que mon fils soit le prochain monarque. Et du coup, ils ont, à un moment donné, mais pour des raisons très techniques et dont on parlera pas, décidé, c'était une rébellion dans le truc, que à partir de maintenant, ce sera l'aîné de chaque famille qui deviendra roi. C'est ça. Et c'est seulement c'est le stratagème trouvé par Yara quand justement elle veut justement porter la couronne. Elle se dit, elle prend conseil avec Dampère, et lui il dit en gros on peut faire une Kingsmoot. Si je résume, c'est ce qui se passe dans la série. Voilà. Pour outrepasser le droit d'un héritier né avant elle. Voilà, c'est ça.
Donc, après toutes ces descendances, on arrive à Lord Balon Greyjoy, qui est donc finalement le fondateur des royaumes des îles, fondateur des royaumes des îles de fer, qui a mené sa rébellion donc contre le roi Robert Baratheon il y a 8 ans avant le début de la série. Finalement, on va pas trop t'expliquer. Excusez-moi, je reprends. Et finalement, voilà, on arrive à Balon qui meurt, donc tué par Euron, qui a été exilé. Alors c'est là où il y a une différence, et là je vais appeler Marco Martel à la barre. Oui. Entre la différence entre la série, tu l'as rappelé sur l'épisode d'avant. Oui, alors la différence c'est que sur la mort de Balon, ouais. En fait sur la mort de Balon, il faut se rappeler aussi qu'il y a eu une petite scène avec Mélisandre et ses sangsues. Est-ce que vous vous souvenez de ça ? Oui, effectivement. Et en fait, on comprend que ce sacrifice, elle a besoin de sang de roi pour en fait un petit peu poser le pouvoir de Stannis et tuer tous les prétendants au trône. Et juste avant, en fait, Balon devient prétendant au trône lui aussi, puisqu'en gros il se dit ok, tout le monde veut sa couronne, et bien moi aussi. Et suite à ça, en fait, dans le bouquin, il va mourir, mais c'est pas. C'est mystérieux. C'est assez mystérieux. Donc ouais, on apprend sa mort, on la voit pas en fait, de mémoire. Je crois qu'il y a juste une tempête. Ouais, il y a une tempête, effectivement, quand il veut traverser, vous savez, le fameux pont là qu'on voit dans la série, c'est magnifique d'ailleurs, le décor est oufissime. Là, par contre, sur HBO, c'est Euron qui va le défoncer. Mais dans le bouquin, c'est un peu mystérieux. Alors, Est-ce que c'est grâce à la magie qui rapporte... Voilà, on ne sait pas trop. C'est quelqu'un qui rapporte la mort de Balon, genre, au fait, Balon est mort. Je te jure, c'est dans un chapitre en 15 lignes, c'est traité, on ne sait pas qui l'a fait. Voilà, ce qui entretient au final le côté magie et pouvoir de Mélisandre là-dessus. Est-ce que quelqu'un veut intervenir par rapport au focus, rajouter quelque chose ou pas du tout ? Ouais, sur le baptême. Vas-y. Le baptême des Greyjoy, moi, dans les livres. C'est trop bien. Ouais, et stylé de ouf. Stylé, comment il se passe ça ? Vas-y. Pour être baptisé, alors pour être guerrier, roi, les prêtres te noient. Et quand tu es noyé, on te ramène sur la rive et on essaye de te réanimer. Si tu reviens, tu as été baptisé. Si tu meurs, t'es mort. Oui, comme quoi le dieu noyé porte bien son nom. Et c'est pour ça que What's Dead May Never Die, c'est que si tu es déjà mort dans les flots, tu ne pourras plus mourir, tu deviens invincible un peu. Oui, et finalement, Marc disait en off que finalement il revenait avec des pouvoirs plus balèzes. Ouais, ils sont censés revenir avec des pouvoirs. Il y a surtout une longue description des acolytes de Damp-Air, puisque Damp-Air, il a une vie quand même plus que monacale. En fait, il dort sur la plage. C'est qui déjà Damp-Air ? Pardon, c'est le prêtre, justement. C'est le frère de Balon. Il dort sur la plage, à même le sable, avec en gros du bois flotté, etc. Ouais. Enfin, c'est vraiment très particulier. Et il est toujours entouré de deux personnages qui, on le sait, ont été noyés et qui sont décrits comme un peu des forces de la nature, mais qui ont je sais pas, ils ont l'air un peu asservis. Enfin, c'est assez bizarre. En tout cas, ils ont tous eu le cerveau qui a manqué d'oxygène pendant c'est possible. Il y a peut-être de ça. Ils sont devenus malades. Il y a peut-être de ça. Mais d'ailleurs, dans la série, on a le baptême de Ron juste après. Oui, juste après son couronnement, il le baptise. Effectivement. Sauf qu'ils essaient pas de le ranimer, c'est ça que je trouve très bizarre, mais bon. Oui, c'est vrai, il le pose en attendant de voir s'il va tousser sa flotte et s'il va revenir. Il y a peut-être un côté moins choquant sur la scène en elle-même. Ouais. Eric, très très rapidement, tu voulais parler de la voix antique ou pas ? Vas-y. L'antique voix, c'est donc toute la culture pirate, vraiment qu'on peut associer et qui n'existe pas ailleurs dans Westeros. On n'a rien, on va chercher chez les autres, et c'est la seule façon d'obtenir des choses. On se rappelle de la scène de Balon Greyjoy qui reçoit son fils exilé depuis 8 ans et qui lui dit ah mais t'es habillé comme une pute, tu l'as volé au moins, enfin tu t'as mérité ça. Voilà, eux chez eux ils s'habillent avec les choses et les bijoux des autres, mais pas on les confectionne pas et on les achète pas. On les vole. Et juste le père de Balon Greyjoy, donc le grand-père de Yara, Théon et compagnie, c'était un roi qui avait voulu se rassembler, se rapprocher de la culture de Westeros et donc à la fois religieusement mais aussi culturellement, et donc ralentir et quasiment arrêter tout ce qui était raid sur les côtes, brûler des flottes adverses, ces genres de choses. Ce monsieur s'est dit on va arrêter, on va essayer de rentrer dans les rangs et voilà, on va peut-être profiter et jouir d'une vie un peu meilleure qui sera moins rude, quoi. Sauf que son fils, Balon Greyjoy, a dit non, il faut qu'on garde cette culture-là, et donc voilà, c'est pour ça. Il avait même essayé d'amener la culture des Sept, en fait, la religion des Sept sur les îles. Il est allé tellement loin le Quellan, il a voulu amener un septon sur l'île, alors que eux, ils n'ont qu'une seule religion, c'est la religion du doigt noyé. Oh là là, Dieu noyé.
qui prédomine et c'est impénétrable, il n'y a pas de... Marc. Oui, et j'ajoute aussi, souvenez-vous, au début de la première saison, en fait, Théon est hyper dragueur, beau gosse, etc. Il parle tout le temps des nanas, etc. Et qui, lui, en fait, il envisage en fait son avenir avec une femme dans chaque port, en fait, comme les Greyjoy. Et c'est un pendant de la culture aussi des ferrés, puisque eux, en fait, leur idée, c'est qu'ils vont dans un port, et puis quand il faut attaquer, ils attaquent, et puis ils vont prendre une femme d'aisselle, c'est ça ? Femme de sel, ouais. Femme de sel, c'est... Bon, oui, je crois qu'il y en a un, alors, j'ai plus le nom de la personne, mais je crois qu'il y en a un qui revendique 16 ou 17 enfants avec 4 femmes différentes. C'est Euron, par exemple. Ouais. Je trouve qu'ils ont une des cultures les plus fascinantes de Westeros. Complètement antinomique en fait, par rapport au reste, en fait, c'est fantastique. Complètement. Même cette histoire de baptême, moi je la trouve incroyable. Ouais. C'est fou. Je pense que c'est une légende qui a été transformée au maximum. Ouais. Ok, voilà donc pour le focus. N'hésitez pas à nous faire part de vos demandes de focus ou ce genre de choses si vous voulez qu'on approfondisse des points très précis en allant sur iTunes directement, en mettant un petit commentaire à 5 étoiles avec votre idée de focus. On sera plus que ravis de revenir là-dessus. On va passer aux deuxième grosse partie de l'épisode avec le Theory Crafting. You know nothing, Jon Snow. Et c'est Marc qui va ouvrir le bal avec les premiers. Il va nous parler des premiers ratés de Daenerys et de ses conséquences. Ouais, en fait, je pense que ça va être plus un truc collégial parce que moi j'ai plein de questions, j'ai pas forcément toutes les réponses. Donc on comprend bien le move stratégique de Daenerys, mais plutôt celui de Tyrion au début de l'épisode, c'est de conquérir Westeros, oui, mais un Westeros tel qu'on le connaît maintenant et pas en fait un tas de cendres et tout devoir reconstruire. D'ailleurs, c'est hyper compatible avec la personnalité de Daenerys et celle de Tyrion, puisque elle a voulu libérer les gens, etc. Donc, ils mettent en place ce plan-là et finalement, on n'a pas attendu très longtemps puisque, en tout et pour tout, je pense 25 minutes après, en fait, on comprend qu'ils tombent déjà à l'eau. Donc Daenerys se retrouve sans flotte militaire, et on sait à quel point c'est hyper important dans Westeros en fait, et cet avantage revient à Cersei, donc Cersei 1, Daenerys 0. -1 même. Ouais, et donc moi ce que je me demande, c'est si finalement tout ça n'est pas fait pour motiver Daenerys à sortir les fameux dragons. Alors Kétrus, tu voulais réagir mais sur autre chose? Est-ce qu'elle a vraiment perdu toute sa flotte? Moi, je pense pas, en fait. Elle a perdu la flotte qui était celle de Yara, mais dans mes souvenirs, en fait, il y avait aussi une partie des bateaux. Il y avait aussi une partie des bateaux qu'elle avait fait payer. Oui, alors c'est pas des navires de guerre. C'est pas des navires de guerre. Voilà. C'est plus des navires de transport d'hommes en tant que tels, mais pas des navires qui peuvent tenir un siège sur la mer. C'est pas très clair. En fait, on sait pas trop combien de bateaux il lui reste. Alors, c'est pas clair, ça c'est clair. Parce que c'est sûr qu'il y a encore, il y a encore plein de choses dans les bateaux, parce que dans les bateaux, on peut pas accueillir toute l'armée, quoi. Les zones solides, ils sont partis pour Castle Rock en bateau ou pas? Oui, forcément. Ils sont obligés. Donc, il restait une partie de la flotte, du coup. Parce qu'ils ne sont pas partis ensemble. Alors, si, on rappelle rapidement le plan de Tyrion qui donne à Daenerys. C'est on va partir avec Yara et Theon vers Dorne, prendre les armées de Dorne, remonter vers Castle Rock, utiliser Non, pas du King's Landing. King's Landing, excuse-moi. Utiliser Highgarden qui sont avec nous pour assiéger King's Landing. Assiéger, on parle pas de guerre, mais juste assiéger. Des grandes familles connues qui assiègent. Voilà, couper toutes les ressources vitales de King's Landing, donc, et pour faire un siège qui va durer 2 ans, 3 ans, on sait pas combien de temps, pour assécher King's Landing et prendre possession de tout ça par des gens qui finalement se rendent. De l'autre côté, on envoie les Immaculés vers quoi? Et les Dothraki. Merci. Vers Castle Rock. L'Iceport. Pour prendre ça de force, parce que c'est finalement là d'où vient l'argent de tous. Et je pense que Tyrion est aussi content de pouvoir aller chez lui taper sur les gens. Il veut récupérer son petit bout de caillou. Voilà. Ouais, et puis c'est un peu couper la retraite aussi des Lannister, puisque c'est leur paradis qu'ils font, d'ailleurs, c'est ce que Tywin fait. Effectivement. Petit détail de Tyrion, pardon, il y a trop de T, Lannister, par rapport à ce qu'il sait dans les bouquins, il me semble que c'est évoqué dans la série aussi. Tyrion s'est occupé pendant des années de tout ce qui est évacuation d'eau des égouts de Castle Rock. Ce mec connaît la ville comme sa poche. Non seulement je crois qu'il y a grandi, mais surtout il s'est occupé de tout le réseau de tunnels.
Qu'est-ce qui se passe dans les tunnels dans Game of Thrones? Il se passe tout. Il y a des ombres, enfin des bébés ombres qui sortent. Il y a des Arya qui se cachent en écoutant des conversations secrètes, ce genre de choses. À mon avis, c'est pas pour rien qu'il envoie là-bas. Bon, effectivement, c'est le fort entre guillemets des Lannister, mais je pense qu'il y a une façon de s'infiltrer. Moi, je suis assez d'accord pour dire que le fait qu'elle perde sa flotte, ce soit vraiment la motivation pour qu'elle sorte ses dragons, sachant que la dernière scène où on voit Daenerys dans la série, c'est quand elle parle avec Olenna et quand elle lui dit Be a Dragon. Ouais. Ketrus? Ouais, moi je suis pas convaincu qu'il passe par la mer en fait. Pour atteindre Casterly Rock. Parce que par exemple, les Dothraki, c'est plus balèze. C'est pas très discret sur Westeros. Pas très vite. De toute façon, c'est pas discret. Je pense que c'est plus rapide surtout. Avec la flotte de Rhône, tu passais par le sud et devant King's Landing. Ouais, je sais pas. Ça, en fait, je pense que c'est plus rapide d'atteindre Castle Rock. Mais si, il me semble qu'ils aient précisé. C'est tellement pas logique que je sais même pas comment ils peuvent passer en fait. Voilà. Oui, bon, on va pas. Normalement, il y a une rivière, je sais plus c'est laquelle. On y trouve les fameux shields. C'est ce bras de mer qui permet, enfin c'est pas d'ailleurs un bras de mer, c'est vraiment une rivière qui est utilisée par les Greyjoy justement dans le bouquin. Oui, mais c'est pas les mêmes bateaux. Hein. Ouais, mais ça leur permet de traverser justement de part en part le Westeros, je crois. Red Fork, Green Fork, Blue Fork, c'est ça? Non, c'est on regarde la carte en temps réel, attention. Mais ouais. Mais ce qui est intéressant avec tout ça, c'est qu'on a un rééquilibrage des forces qui se fait parce que Daenerys, elle était très puissante là. Elle avait vraiment les navires, les dragons, l'armée. Elle avait beaucoup plus de force que Cersei et donc le rapport de force était biaisé, quoi. Ouais, Ketrus? Ouais, exactement. C'est vrai on pourrait se dire qu'elle pourrait marcher entre guillemets ou voler sur King's Landing et tout raser en fait, ce serait facile. Mais le plan de Tyrion de dire que c'est mieux que ce soit que les Martels et les Tyrell, en tout cas les fiefs du Sud qui assiègent, donnera une meilleure vision de Daenerys pour le peuple. Et c'est complètement en miroir avec la scène de Cersei. Qui fait sa propagande, n'est-ce pas, et avec le père Tarly. Donc en fait, c'est assez rigolo. C'est peut-être pas très fin de l'avoir fait dans le même épisode, mais en tout cas, on voit que c'est un bon plan de faire ce genre de choses. Et justement, le fait que Euron aille capturer j'y arriverai pas. Yara et Ellaria, ça. Ellaria Sand. Ellaria Sand, ça va peut-être changer leur plan, parce que ça veut dire qu'ils n'auront plus tout ce qui est Martel, si je ne me trompe pas. Ouais. Bah, ça va être difficile en fait de les atteindre. Ils n'ont plus la flotte et ils n'ont plus d'or. Voilà, mais ils ont les dragons. Ouais. Et surtout, est-ce que Tarly, que va faire Tarly en fait? Clairement. Bah, ça va être le penchant du truc, parce que finalement, Dorne, là, on va l'oublier complètement dans la série. Il n'y a plus personne qui règne là-bas maintenant. Ouais. Donc finalement, voilà, on oublie, jusqu'à la fin de la série, on les verra plus. Est-ce qu'il ne reste pas une trahison pour Dany ? Si, complètement. Parce qu'en fait, je me dis, on se pose tous la question, mais comment ça se fait que Euron, il attaque la flotte si facilement, il la trouve, etc., sur les flots. Tu penses qu'il y a un traître ? Il y a peut-être un traître, en fait, dans le conseil, déjà. Hein. C'est vrai que dans les livres, ou même dans la série, il y a 3 personnes qui vont la trahir. Ah oui, pour l'argent, pour l'amour. On fera un point là-dessus, parce qu'il y a beaucoup à dire sur cette trahison. Je veux faire un focus sur la maison des Undying. Là, c'est 2 épisodes qu'il faudra faire. Il y a tellement de trucs à dire. Du coup, là, on a une redistribution des cartes, quand même, encore une fois. Mais c'est ça qui est super intéressant. Quelle va être la stratégie que va développer Tyrion, du coup, en sortant de ça, sachant qu'il a sorti sa stratégie, tout le monde était contre. Lady Olenna, elle a dit que c'était une mauvaise idée d'écouter Tyrion, ça foire, donc là, next step, c'est sûr que Daenerys, elle va écouter Lady Olenna. Clairement. Ketrus ? Ouais, et en plus, du coup j'empiète sur le theory crafting de Marc, mais parce que je voulais un peu parler de la même chose. Du coup, on le mélange, on le fait ensemble. En fait, ce que je trouve assez fascinant dans cette série, et ce dont on a parlé tout à l'heure, c'est qu'on est très concentré, et là ça le prouve parce qu'on parle de ça sur Daenerys qui va reprendre King's Landing, qui va prendre les 7 royaumes, etc. Mais en fait, c'est pas ça l'intérêt de la série. L'intérêt de la série, c'est le mur et c'est cette espèce de menace dont personne est trop au courant et qui va leur tomber sur la tête. Et en fait, la venue, j'ai du mal ce soir, c'est terrible, la venue de Jon à Dragonstone va peut-être changer tout ça. Et le fait que justement leur plan, qui était quand même un bon plan, est en train de s'effriter, c'est-à-dire qu'il y a Dorne et tout le sud va pas forcément réussir à assiéger King's Landing. Qu'est-ce qui va se passer ? Je vous pose la question parce que moi j'en ai aucune idée. D'autant que Mélisande, elle prend cette menace très très au sérieux puisqu'elle avait envoyé Stannis là-bas. Elle a réussi à convaincre Stannis. Ouais. C'est ça. C'est elle qui l'a convaincu. Justement, si elle a réussi à convaincre Daenerys, Mélisandre, si elle a réussi à convaincre Daenerys du danger
potentiels qui arrivent, mais surtout de son rôle à jouer dedans, est-ce que elle ne pourrait pas être convaincue, on va dire à 95%, en voyant Jon Snow qui dit écoute, meuf, j'ai vu ce que j'ai vu et il faut vraiment que tu nous aides. T'as des dragons, il y a du dragon glace, donc est-ce que est-ce qu'elle croira Jon aussi simplement qu'elle a cru Elle va le croire parce qu'il y a Mélisandre. Oui, bien sûr, ils sont d'accord là-dessus, Kétrus. Parce que du coup, peut-être que le vrai move de Daenerys, la vraie façon de s'imposer comme étant la reine des 7 royaumes, c'est peut-être d'aller au nord, d'aider à défaire cette armée des morts et de revenir victorieuse. Mais pour ça, il faudrait faire un peu de com et que tout le monde soit au courant qu'il y a l'armée des morts. Des corps-mails. C'est exactement ça. Ce dont j'ai peur, c'est qu'elle sauve le royaume, mais que personne ne le sache. Mais ça n'avait pas marché avec Stannis. Ça n'avait pas marché parce que, en fait, elle est tellement en position de force que j'imagine pas qu'elle prenne un front qui n'intéresse personne en fait. Elle a envie de réunifier le royaume. Si, parce qu'elle veut protéger le peuple. Ouais, mais je suis pas sûr que ce soit si simple quand t'es aussi forte et t'as tout à portée de main de dire je vais peut-être pas y aller maintenant. Kétrus ? Et autre chose qui me fait penser à ça, c'est que j'ai l'impression que là, depuis le début de la saison, on nous montre que tout le monde va vers le nord. C'est-à-dire que le limier, il va dans ses visions, donc on sait qu'il va vers le nord. Jon, normal, toute l'armée du nord est concentrée là-dessus. Mais il y a aussi le revirement d'Arya. On était persuadé qu'elle allait à King's Landing tuer Cersei. Et d'un seul coup, en fait, elle revient vers Winterfell. Alors même si c'est pour des raisons qui sont un peu bizarres pour Arya, la super assassine de la mort qui tue avec un mental de ouf, c'est juste pour revoir son frère. Est-ce que c'est pas un signe qui nous montre, en fait, tout se passe au nord, les enfants, et King's Landing, on s'en fout. Ouais. C'est dommage parce que si Arya avait réussi à tuer Cersei, je pense que du coup Daenerys aurait pu prendre la main sur King's Landing plus facilement. Et en fait, je fais juste un petit point sur Kétrus parce que ça m'éclate. Il fait de la vraie géopolitique parce qu'en même temps qu'il parle, il regarde sa carte de Westeros qu'il a devant lui et il compare les choses. Alors, attends, si lui va là, qu'est-ce qui se passe? À mon avis, il va aller vers là. Il y a Ike qui vient de me bâcher. Non, tu racontes de la merde. On est en train de regarder. Il y a des... Attends, il essayait d'inventer un canal qui coupait. Le canal des Shields, il existe. Mais par contre, couper tout Westeros, je pense que c'est compliqué. Ouais. Non, il y a quelques rivières quand même qui sont empruntables pour aller plus vite. Oui, mais pour des petits bateaux comme des pirates en fait finalement, mais pas des gros bateaux qui transportent des trucs, pas des galions. Ok, on va passer la parole à Lady Elotuli qui va nous parler de Littlefinger, de son ex-move. Qu'est-ce qui sert à quoi ce monsieur-là? Mais non, mais parce que Littlefinger, ça fait au moins 3 épisodes qu'on le voit soit dans un coin avec un sourire en coin, soit en train de se faire rabrouer par Sansa. Donc il est Littlefinger parce que c'était quand même le putain de marionnettiste des premières saisons. Oui. Donc moi je me demande qu'est-ce qu'il prépare, parce que je suis persuadée qu'il prépare quelque chose. On peut pas le montrer aussi bas sans qu'il soit en train d'avoir déjà quelqu'un dans le dos. Ouais, ou d'avoir déjà 10 coups d'avance comme il en avait dans les premières saisons. Donc Marc en a parlé un petit peu dans la scène de Winterfell. Je ne sais pas si vous aviez remarqué à quel point la façon dont Jon le plaque contre le mur rappelle une même scène qui a eu lieu avec Littlefinger et avec Ned Stark. Bien sûr. Donc, il y a la première chose dont je me demande, c'est si Littlefinger fait pas un peu exprès d'énerver Jon. Parce que Jon, il est quand même en train de se recueillir sur la tombe de son père. Il est tranquille dans la crypte familiale. Et il y a Littlefinger qui se ramène, qui fait « Ouais, salut, au fait, c'est moi qui ai fait ramener les os de ton père, t'étais pas au courant. Et puis au fait, j'adorais ta mère qui t'aimait pas. Et puis j'aime ta sœur. » Enfin, vraiment, genre... Alors que Jon, il lui dit « T'as rien à faire là. » Et puis en plus, j'ai rien à te dire, quoi. Tu sais, genre, il se retient vachement. Et donc, on a l'impression que Littlefinger le fait exprès. Et moi, je me demande pourquoi il fait exprès. Attends, il a la manette Jon Snow en main et il appuie sur tous les boutons. Ouais, c'est ça. Mais du coup, alors pourquoi est-ce qu'il veut l'énerver? Moi, je me demande, voilà, qu'est-ce qu'il veut chercher à faire avec ça? Voilà, je pose ça dans un coin et j'y reviendrai. Donc, la dernière personne qui a plaqué Littlefinger contre un mur en l'étranglant, c'est Ned Stark. Il n'a pas bien fini, Ned Stark. Donc, est-ce que Littlefinger va essayer de planter ses griffes dans Jon ou son couteau dans son dos, sa super dague valérienne? Moi, j'y crois de plus en plus. Encore. J'adore. Enfin, la scène d'ailleurs où il étrangle Ned Stark, il a une super phrase. Littlefinger, il dit Starks, quick temper, slow minds, qui veut dire tempérament de feu, esprit lent. Et là, Jon fait exactement pareil que son père. Il a vraiment, J'ai une question pour toi. Est-ce que tu penses vraiment, je suis d'accord avec tout ce que tu dis, mais est-ce que tu penses vraiment que Littlefinger ait quelque chose à foutre de Jon Snow?
Mais non, mais c'est pour ça que je me demande pourquoi il vient pour l'exciter, tu vois. Est-ce que c'est parce qu'il s'ennuie, parce que ça fait 3 ou 4 épisodes ou même une saison qui fait rien, ou voilà, je sais pas, je me demande s'il se trame quelque chose. Et je voulais rappeler un truc, c'est que la dernière scène où on a vu Littlefinger dans cette crypte, c'était la saison d'avant, il me semble, quand il amène Sansa chez les Bolton, où il parle de Lyanna Stark ensemble. Et il lui dit, oui, si Lyanna avait été moins belle, Rhaegar serait peut-être pas tombé amoureux d'elle. Et Sansa, j'ai revu la scène, Sansa lui dit, oui, enfin, il l'a enlevée, il l'a violée, quoi. Et à ce moment-là, Littlefinger, il a un petit sourire. Et il y a eu pas mal de théories à l'époque, justement, de gens qui disaient que est-ce que Littlefinger est au courant de ce qui s'est passé vraiment entre Rhaegar et Lyanna ? Je pense qu'il était largement au courant. Voilà, et est-ce que du coup, il n'est pas au courant d'un petit secret sur Jon qui pourrait peut-être potentiellement être préjudiciable pour Jon s'il est descendant d'un Targaryen, sachant qu'on ne veut pas faire confiance aux Targaryens. Pour abonder dans ton sens, la fin de la saison 6, quand Sansa et Littlefinger sont près du Baral et qu'il essaye de faire un petit move bisous, il lui dit qui est-ce qui devrait trôner à Winterfell, une héritière de Ned Stark et de Catelyn Tully ou un bâtard né dans le sud. Voilà. Et je pense que c'est des petits cailloux qui lancent. Moi, Vas-y. Ah oui, je voulais juste revenir sur ce qu'a dit en tout début non pas tout au milieu du podcast, Ike, concernant Daenerys. Vas-y. Au début, quand tu disais, pour toi en fait, elle teste Varys. Et ben, je trouve que c'est très malin comme raisonnement parce que Peter Baelish, il peut faire exactement la même chose avec Jon. Ouais, mais sa réaction, en fait, lui. Je voulais en parler un petit peu, mais c'est vrai que Varys et Littlefinger, ils ont toujours été, et ils le sont depuis un moment, finalement antagonistes, puisque Varys, lui, il est pour le peuple, là où Littlefinger, il a toujours roulé que pour sa pomme et pour atteindre le pouvoir coûte que coûte. Je crois que même il y a une saison où Varys dit qu'il pourrait être le roi des cendres s'il pouvait être roi, quoi. Ouais. Donc peu importe qu'il n'y ait plus de peuple à gouverner, il veut être roi. Donc c'est vraiment... Et en plus, comme on a réaffirmé la volonté de Varys de protéger le peuple, là, on a encore ce Littlefinger qui est son antagoniste, justement avec la façon dont il traite Jon et dont il se délecte de son opposition avec sa sœur, comme s'il était toujours... Enfin, ça lui plaît quand il y a de la zizanie, en fait. C'est vraiment son truc. D'ailleurs, il nage le mieux, en fait. Sa petite phrase d'une des premières saisons qui est « Chaos is a ladder », c'est voilà, le chaos est mon échelle, tu vois, c'est le truc qui l'aide à s'élever. Horrible. Moi, j'adore cette phrase. Ketrus ? Ouais, c'est ça, il attend son move, en fait. Il attend le moment pour faire son move. Tu sais, toutes ces scènes, en fait, il est toujours au même endroit dans la salle. C'est une araignée dans sa toile. Où il est là, il regarde, il observe. Tu sais, c'est le félin qui approche tout doucement, qui observe et qui attend de sauter. Parce que ce que j'ai compris sur la scène du Baral et en fait un peu tout avec Littlefinger, ce qu'il veut, lui, c'est que Sansa soit sur le trône et lui à ses côtés. Clairement. Mais oui, il lui dit ça. Il lui dit que lui, son objectif, c'est d'être sur le trône de fer, et c'est ce qu'il a dit à la saison 6. Donc, c'est quoi son prochain move pour justement atteindre ce trône? Faut pas oublier quand même que c'est lui qui a fait tuer Jon Arryn, qui a fait tuer Joffrey, qui a tué Lysa Arryn. Il est aussi indirectement responsable de la mort de Ned Stark. Enfin voilà, faut pas oublier quand même qu'il a été. C'est le fils de pute de la série. Ouais, c'est le fils de pute de la série. Oui, il en a encore dans ses manches. Hein. Clairement. J'ai une question encore une fois pour Hello dans la théorie, et je suis désolé, mais est-ce que tu crois pas que vu comment tous les autres événements s'organisent et la rapidité surtout à laquelle ça se passe, est-ce que tu penses que Littlefinger a encore un rôle à jouer? Bon, évidemment sur le front magique, je pense que c'est pas la peine. Non, clairement mais tu crois qu'il y a encore de la place pour lui? Alors, moi, ça va être un peu des choses qui ont été dites en dehors de la série, mais il y a un trailer qui est sorti avant la saison où on entendait principalement la voix de Littlefinger qui disait à Sansa, "Fight every battle in your mind. Everyone is your enemy. Everyone is your friend." Donc tout le monde est ton ennemi, tout le monde est ton ami. Every possible series of events is happening at once. Enfin, voilà, c'est lui qui parle à Sansa. Et donc l'actrice qui joue Sansa, Sophie Turner, elle a dit qu'on n'allait pas beaucoup aimer Sansa dans cette saison. Oh. Et là, Littlefinger est avec elle à Winterfell. Jon vient de partir. Qu'est-ce qu'ils vont faire tous les deux? Moi, je pense qu'il va se jouer des choses pendant l'absence de Jon, au vu de ce qu'elle a dit et au vu de quand même de la voix de Littlefinger qui résonne quand même toujours pour raconter les événements qui se passent dans Game of Thrones. Je sais que les créateurs de la série aiment beaucoup Littlefinger.
Donc je pense qu'il a encore des choses à jouer. Ce qui peut jouer contre lui aujourd'hui, c'est que quand même personne aujourd'hui est au courant que c'était lui qui était un peu à l'origine de la trahison de Ned Stark. Personne ne le sait. Il y a des gens qui le savent. Il y a The Hound qui était présent, qui est en train de remonter vers le nord. Il y a Arya qui est en train de remonter vers le nord, qui pourrait la prendre. Enfin, il peut se passer plein de choses, mais je pense que Littlefinger, il n'a pas dit son dernier mot. Enfin, en tout cas, j'espère qu'il n'a pas dit son dernier mot, parce que ça fait 3 ou 4 épisodes que vraiment, il est au plus bas, il n'arrête pas de se faire envoyer chier. Oh, tu sens triste, elle est triste pour lui. Non, c'est pas que je suis triste, c'est qu'il a été assez brillant dans les saisons d'avant, et que j'en attends beaucoup cette saison. Ketrus ? Ouais, moi aussi j'en attends beaucoup, mais je pense qu'on va en avoir beaucoup parce que ce qu'il attend là, c'est que Jon se barre, ce qu'il va faire. Puis Davos aussi, qui est une espèce de figure d'honnêteté, de droiture, quoi. Il y a Brienne qui est encore là. Il y a encore Brienne, c'est vrai. Ouais, Brienne va repartir vers le nord, retrouver son amoureux roux là. Et effectivement, j'avais oublié qu'Arya remontait à Winterfell, donc ça risque d'être mortel dans les prochains épisodes où tu vas avoir Littlefinger qui va essayer de faire ses marionnettes et elle va arriver. Peut-être. Alors le limier, je pense pas qu'il passe par Winterfell, je pense qu'on les verra pas. Sansa et Littlefinger, ça va devenir un duo, je pense. Ils vont vraiment faire des. Enfin, surtout si Sansa, on est censé pas l'aimer dans cette série. Il faut juste qu'elle arrive à s'en servir, qu'elle se serve de lui, mais qui va se servir de qui? Je sens bien sur la fin de la saison où Sansa dira en fait c'est moi qui me suis servi de toi bitch et voilà. Mais bon. Ok, pas mal de choses là j'avoue le côté de Littlefinger m'excite un tout petit peu pour la suite. J'ai très envie qu'il fasse aussi ces petits mots de salaud. On a fini avec le theory crafting, avec les semi-spoilers. J'ai pas fait d'alerte spoiler, donc désolé si vous n'avez pas sauté ce passage-là, tant pis pour vous. En même temps, si vous nous écoutez, c'est que vous aimez ça. Il n'y avait pas de spoiler. Il n'y avait pas de spoiler, que de la théorie. Non, que de la théorie pure et dure. Ok, on passe au dernier passage de l'épisode. On va demander les avis de nos chroniqueurs. Alors, qu'est-ce qu'on a pensé de cet épisode ? Qui veut commencer ? Allez, je commence par la gauche cette fois. Eric, qu'est-ce que tu as pensé ? Très rapide, franchement passable, vite la suite. Il y a aucune scène qui m'a vraiment marqué dans cet épisode et il est parfaitement oubliable. Next. T'es quand même dur, on a passé 1h34 à parler de cet épisode alors qu'on disait qu'il n'y a pas grand chose à dire. Je suis désolé, mais en ce qui me concerne, moi personnellement, D'accord, ok. Marco. Mais si on passe du temps sur l'épisode parce qu'on est passionnant nous, mais peut-être pas... Couper au montage. Non, mi-figue, mi-raisin. Non, j'ai trouvé l'épisode parfois très drôle et parfois très chiant. Alors, honnêtement, je suis un peu du même avis que Kike. J'ai juste envie de voir l'épisode 3 et un peu d'oublier celui-ci. D'accord, un épisode qui passe. Hello. C'est pas un épisode filler en sens où il se passe des choses. C'est typiquement un épisode de Game of Thrones où les pions se déplacent pour se replacer ailleurs sur l'échiquier pour qu'il se passe ce qui doit se passer. Ouais, je suis allé un peu vite. Ouais. Mais en fait, c'est ça. Le problème, c'est que je trouve que l'histoire ne progresse pas grâce au personnage, mais parce qu'elle doit progresser. Ouais. En fait, c'est-à-dire que, j'ai l'impression que l'histoire doit arriver à tel endroit, à tel moment, et en fait, tant pis si la logique, si on met 2 secondes à envoyer un Raven, etc. Et c'est gênant, quoi. C'est un peu logique, t'es obligé d'avancer comme ça, sinon c'est difficile de faire un épisode tu suis les bouquins, qui parle en fait, que c'est les moves des personnages qui font avancer l'histoire et pas le contraire. Ouais, je suis d'accord. Mais pour une série, je trouve que c'est un peu difficile en termes de réal de faire différemment. Non, mais sinon, il y avait des moments agréables. L'arrivée de Mélisandre, j'ai apprécié. Clairement. Les scènes avec les scènes de la citadelle étaient rigolotes. Je les ai appréciées. Après, effectivement, il y a des scènes qui sont juste des déplacements de pions, quoi. D'accord. Ketrus ? Ouais, d'accord un peu avec tout ce qui a été dit avant. C'est vrai que j'ai été dur moi avec cet épisode-là parce que c'était un peu pourri. Mais en fait, là après cette émission-là, je revois un peu mon avis parce que je pense que cet épisode-là, en fait, sera important plus tard. C'est-à-dire qu'au final, tu vois, tout ce qu'on a dit sur le theory crafting, sur le plan de Tyrion, etc., sur la venue de Jon à Dragonstone. En fait, il y a énormément de trucs. Arya qui retourne à Winterfell. En fait, c'est bourré de plein de petits détails qui sont assez importants, je pense, pour la suite de la saison. Mais effectivement, sur la forme, c'est un peu décevant, c'est un peu mollasson. Et on avait tous été déçus ici, sauf Hello, par la scène de fin, qui était censée quand même être un point d'orgue, en tout cas, de cet épisode. Mais ouais, à revoir. Je pense que c'est un épisode important et qu'en avançant dans la saison, on en sera content. Est-ce que, allez, je fais mon point troll, est-ce que par rapport à la saison 2, il est plus ou moins décevant ?
Tu veux comparer 7 épisodes à la totalité de la saison 2 ? Bah, on peut le résumer en une seule. Au moins dans la saison 2, il y avait des cliffhangers. J'avoue. Et des super figurants. Et 10 épisodes. Ok, merci pour vos avis. On va passer rapidement au courrier des lecteurs. Il y avait une question, le temps que Eric retrouve ses notes. C'est bon. Vas-y, quelle était la question et surtout quelle est la réponse ? Alors, première chose, je voudrais qu'on appelle cette période soit le pigeonnier, soit le cormeil. Parce que ce qu'a dit Ketrus, ça m'a trop fait rire. D'accord. Donc la question, c'était autour des direwolves, donc les loups-garous ou loups géants, selon la traduction française que vous avez lue. Et en gros, de faire une explication dessus. En fait, c'est beaucoup plus simple que ce qu'on croit, parce qu'il n'y a pas plus de... Il y a des éléments en plus dans les bouquins, mais pas tant que ça. Donc en gros, les direwolves, donc loups-garous ou loups géants, sont des animaux tout à fait naturels dans l'univers de Game of Thrones, mais qu'on ne trouve plus vraiment sous le mur, enfin au-dessus du mur. Excuse-moi. On les trouve plus de façon régulière. La théorie, c'est que les gens du Nord les ont chassés parce qu'ils étaient trop violents pour tout ce qui était culture de moutons, de chèvres, de ce que tu veux. Ils les bouffaient tous parce qu'ils étaient trop violents et trop forts. Donc on les trouve qu'au nord du mur. Et il se trouve que dans Game of Thrones, dans les bouquins, les Stark, en rentrant d'une petite décapitation, trouvent donc une femelle qui avait une portée en elle, qui se sont échappées par une raison qu'on ne racontera pas. C'est trop gore, mais on a vu déjà dans l'épisode précédent. 5 loups géants, plus un 6e. Un pour chaque membre des Stark, comme l'a rappelé Théon. Greywind pour Robb, Lady pour Sansa, Nymeria pour Arya, Summer pour Bran, Shaggy Dog pour Rickon, et enfin l'albinos trouvé tout à la fin, Ghost pour Jon. Il y a des versions françaises, mais on s'en fout. Il y a un lien naturel créé entre les enfants Stark et les direwolves, car l'auteur l'a dit, tous les enfants Stark ont le don de pouvoir échanger leur esprit ou entrer l'esprit d'animaux. Et en l'occurrence, là, il s'agit de ces loups. Tous les enfants donc ont cette capacité en fait donc avec les loups, mais il y a certains personnages qui n'ont pas le temps de l'expérimenter. Je pense à Sansa qui a le malheur. C'est pas drôle. Non mais tu dis elle aurait pu être super badass. Mais en fait. Non, on a fait son loup. Mais tous les autres enfants Stark expriment d'une façon plus ou moins forte un lien avec leur loup, jusqu'à entrer dans leur peau physiquement, c'est-à-dire d'agir sous leurs traits quand ils dorment. Et il y en a certains qui le font de façon consciente, et c'est Bran. La seule personne sur laquelle on peut avoir des doutes, c'est Robb, qui n'a pas de chapitre avec un point de vue personnel. Ouais, mais dans les commentaires que fait Kathleen quand elle l'accompagne, on a l'impression que les deux ne font qu'un. Ouais. Ça, c'est ce que les autres soldats disent. Et quand on sait déjà que pour les autres personnages Stark, c'est le cas, on se dit que lui aussi doit avoir des expériences similaires. Ils sont tous en vie, à part donc Lady et Greywind dans les bouquins. C'est-à-dire que Summer, à ce jour, et Shaggy Dog ne sont pas morts. Dans la série, là, il en reste que 2. Voilà, mais dans la série, effectivement, il n'en reste que 2. Effectivement, c'est moi, donc Ghost et Nymeria, qu'on a vu dans l'épisode, et Ghost, qui coûte trop cher. À la la production, oui, effectivement, ils ont expliqué que ça coûtait bien trop cher de faire ces images-là. Qu'est-ce que je peux rajouter ? C'est tout en fait. Non, mais ça fait à peu près le tour, je pense. Voilà. De ça. Alors oui, non, juste une chose. Dans la série, on voit qu'il y a un lien psycho. Mais en fait, les direwolves sont tout à fait, sont des animaux naturels. Ouais. Ils sont pas particulièrement magiques. C'est les Stark qui ont un vrai pouvoir. Ont un pouvoir. Et puis c'est tout en fait, voilà. On fera un point Stark un moment sur la famille Stark, comme on l'a fait sur Rejos. Il y a énormément de choses à dire, surtout sur leur crypte, à mon avis. Ok, merci pour ce point de vue. Encore une fois, n'hésitez pas à vous poser vos questions, si vous voulez des petits points de précision comme ça sur Twitter. On pourra y revenir de façon assez rapide en fin d'épisode. Merci à vous de 4 pour votre temps. On est à un peu plus d'1h40 d'émission, encore une fois. On dépasse le temps légal, c'est parfait. Je vais dire au revoir à mes chroniqueurs en leur demandant où est-ce qu'on retrouve Ketrus. Eh bien, vous me retrouvez dans Comics Outcast tous les 2 semaines. Non, tous les mois, c'est ça. Comment tu fais toutes les 2 semaines. On a fait l'annonce. Non, il le fera à son tour. Et dans la Ligue des joueurs ordinaires. Et dans la Ligue des joueurs ordinaires du début du mois de août. C'est vrai. Miss Lady Elotuli, où est-ce qu'on te retrouve ? J'y arrive plus là. Non, j'y arrive plus, je suis fatigué. Partout, Eleanor Bridge.
Voilà, c'est dit, c'est redit encore une fois. Marco Martel. Ouais, Twitter surtout, et j'en profite pour félicitations à Frouni et Béa pour leur petit pastécos. C'est mignon. Bravo. Genre, on les connaît tous. Eric Baratheon, est-ce qu'on te retrouve @chocotube_oka. Non, ça a encore changé. Non, ça va changer. Et exactement. Tire du 8 du coup. Et retrouvez-nous aussi sur @Whisperos. Mais oui, c'est vrai. On s'échange de comptes et on répond des blagues de merde. Voilà. Non, le compte est super bien animé par Hello, mais surtout par Marc. Par Hello, que dalle, par Marc. Je te parce que moi aussi j'y participe. C'est vrai. Non, mais Marc, il fait des tweets et il se répond avec son compte perso, c'est génial. Non, mais on fait. Alors d'ailleurs, attends, avant de quitter l'antenne, première chose, je n'ai pas la voix de Nagui. Je ne sais pas qui a dit ça, mais je n'ai pas la voix de Nagui. C'est trop tard. Deuxième chose, il y a eu toute une histoire de tweet la semaine dernière sur Comics Outcast et Whisperos. Non, je ne me réponds pas moi-même avec les deux comptes. C'est complètement faux. C'est beau. Quelqu'un dit ça et... It is known. It is not known. Non, c'est pas vrai. Moi, je vais enquêter quand même. Ok, merci à tous. Merci. On vous rappelle que Whisperos, c'est une émission produite par Radio Kawa qu'on remercie, qu'on aime et qu'on adore. Merci à vous pour votre temps. Merci de nous donner la possibilité de s'exprimer sur ce conte de Game of Thrones. Voilà, arrêtez avec vos gestes bizarres, vous me faites peur. On se retrouve dans une semaine. On vous souhaite une bonne écoute. On vous souhaite de kiffer l'épisode 3. Et on vous aime tous. On va aller dans une semaine. Ciao. Bon épisode. Salut. Et vous pouvez écouter normalement le petit chant des trois là qui ont chanté les règles de Castamere. Non, on savait pas qu'on était enregistré. Franchement, je sais pas s'il y a une décharge pour ça. Non, il n'y a pas de décharge et ce sera dans la fin de l'épisode. C'est là, juste maintenant. The lion still has claws, and mine are long and sharp, my lord, as long and sharp as yours. And so he spoke, and so he spoke, the Lord of Castamere. And now the rains we pour his hold, with no one there to hear. Yes, now the rains we pour his hold, and not a soul to hear. On dit souvent que tout était mieux avant. Qu'en pensez-vous, Papy Groublin ? C'est vrai. Tout était beaucoup mieux avant. À l'exception de la difficulté de l'accès à la musique japonaise. Coucou, c'est Amo. Kaorin, c'est le podcast musical dédié à la culture visuelle japonaise. Générique et soundtrack d'anime, JRPG, visual novel, toutes les époques, tous les genres, que vous soyez otaku ou non. Kaorin, votre podcast musical d'1h30 sur la culture visuelle japonaise, c'est sur Radio Kawa. Puis on n'avait pas de doujin hentai ni sekoi non plus. Mais arrête, Pépé. Salut, c'est Eric. L'univers des comics vous intéresse mais vous n'osez pas vous y plonger ? Vous êtes perdu dans la multitude de titres et d'adaptations au ciné ? Vous confondez toujours Batman et Robin ? C'est chaud là quand même, c'est chaud. Dans Comics Outcast, avec une équipe de chroniqueurs de tous horizons, on décortique pour vous les titres sortis récemment, on revient sur des grands classiques du genre, on vous présente les auteurs et les illustrateurs qui font du bruit, on va même jusqu'à regarder les films, les séries télé et les dessins animés dans la bonne humeur et avec beaucoup de mauvaise foi. Pas de prosélytisme, Marvel, DC, Image Comics, mais aussi Dark Horse, IDW et les maisons indées, tout y passe. Il y aura forcément quelque chose pour vous. Comics Outcast, c'est toutes les 2 semaines sur Radio Kawa.